Bonjour tout le monde, nouvel épisode. Donc aujourd'hui, je suis très content. Marie-Christine Simard avec nous. Bienvenue Marie-Christine. Merci beaucoup. Avant de commencer cet épisode, je mentionne toujours que l'épisode est présenté par Céramique DF, qui est notre commanditaire. Donc merci encore une fois à Francis Blin de Céramique DF pour nous assister avec ce podcast. Et également les studios Les Bunkers. Donc, où est-ce qu'on est à Saint-Hubert, encore une fois? T'étais jamais venu dans ces studios? Non, pas du tout. Première visite. Comment tu trouves ça? Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça très, très, très professionnel et très, très chaleureux. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est on est bien ici, ouais. Ouais, on n'a pas assez, c'est pas froid. J'avais été dans d'autres studios que je n'aimerais pas, puis c'était très froid. Tu sais, tu rentres là-bas, puis là, c'est... Ouais, Non, c'est chaleureux. Il faut dire que tu fais partie de l'équation quand même. C'est toi qui fais un super accueil quand même. Même si on trouve pas au début, t'es comme dans le cas de tissu. C'est où? Bon, OK. Fait qu'on sait déjà que j'ai un sens de l'orientation moyen, mais bon, je me suis trouvée, c'est ça l'important. C'est correct. Donc, voilà, on commence ça. Merci d'être venu. Je vais te présenter habituellement. Les gens se présentent. Je fais comme une petite intro. Marie-Christine, en fait, on s'est connus parce que tes enfants faisaient du jiu-jitsu à l'époque. C'est vrai. Donc, on s'est connus à cet endroit-là. Sinon, tu as été entrepreneur à 100%, donc propriétaire d'une imprimerie avec tes parents. Oui, c'est vraiment mes parents qui étaient... Oui, c'était vraiment mes parents qui étaient propriétaires de l'imprimerie. Moi, de mon côté, j'ai choisi de ne pas prendre la relève de l'entreprise pour toutes sortes de raisons là, qu'on connaît dans le contexte économique. Là, c'est très, très difficile. J'ai choisi de faire un parcours, de faire une petite encoche, puis d'aller vivre autre chose, en fait, pour justement un peu me mettre au fait de ce qui se passait là, dans la région, le développement économique, d'où mon implication dans les chambres de commerce. On y reviendra. Mais donc, famille d'entrepreneurs, effectivement, papa, maman, la fille. Moi, je me définis plus comme une intrapreneur, c'est-à-dire que je suis très, très autonome dans mes projets puis dans la façon que je gère mon développement des affaires puis les choses que je fais. Mais oui, entrepreneur, puis non seulement mes parents, mais autour de moi, tantes et oncles, dans la famille de mes parents, tout le monde a parti de business, là, ou pratiquement, qui a eu de grands succès, que ce soit une agence de voyage, ce type de choses-là. Donc, j'ai toujours été entourée de gens très, très forts en affaires. Oui, effectivement. Puis, qu'est-ce qui t'a fait quitter... Est-ce que tu as eu des bons exemples d'entrepreneuriat dans ta carrière? Est-ce que tu as vu que c'était, mettons, quand tu étais jeune, est-ce que à 15-16 ans, tu t'es dit, OK, ouais, let's go, je vais entreprendre? Ou c'était quoi? J'avais le désir, effectivement, parce que, justement, je venais d'une famille où tout le monde avait sa business, tu sais, puis qui réussissait en plus de ça. L'objectif, en sortant de l'université, c'était pas tant de travailler dans l'imprimerie. J'ai fait un bac en communication. Et moi, je me voyais être, peut-être pas journaliste, mais je me voyais être porte-parole, travailler vraiment dans les coms, le marketing. Puis au final, j'ai fait un stage de fin d'études qui a fait en sorte que mes parents ont fini par me dire, si tu as le goût de venir travailler en imprimerie, tu as le goût de faire de la vente, joins-toi à nous. Tu sais, on va te montrer ce qui te manque. Puis ensuite de ça, on verra ce qui arrivera. Puis là, à cette époque-là, je sais pas, j'ai 21 ans, là, j'ai toujours de finir le bac. Donc, c'est comme ça que ça a parti. Puis là, après ça, j'ai fait, business qui marche bien entouré. Mes parents sont là pour me supporter, me montrer ce qui manque. Fait que moi, je voyais le potentiel dans ma trentaine, dans ma quarantaine, de reprendre l'entreprise, bien entendu. Par contre, évoluant dans un domaine difficile comme l'imprimerie, il fallait savoir se réinventer, trouver des solutions, être très, très à la recherche de très innovant pour rester dans le marché, rester compétitif, aller chercher de la clientèle. Puis ça, au fil du temps, c'est ce que je trouvais difficile parce que mes parents étant plus âgés, la technologie allant très, très vite, à un moment donné, il y avait comme une espèce de clash entre ce que moi, je voulais faire et ce qu'eux voyaient possible de faire. Fait que... puis, est arrivé une opportunité à un moment donné. Tu sais, des fois, la vie, c'est bien fait. Là. Moi, je me sentais comme un petit robot à un certain moment où je faisais toujours la même chose. J'avais plus vraiment de défis. Je voyais pas le potentiel. Je doutais de prendre la relève. Puis, est arrivée une opportunité où j'ai eu la chance d'aller travailler pour la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud à la permanence carrément. J'ai vraiment quitté mon emploi dans l'imprimerie pour aller travailler en partenariat commandite auprès de la Chambre pendant presque 3 ans. Puis là, ça a été comme un éveil incroyable. Fait que en termes d'exemple d'entrepreneuriat, la Chambre de commerce, c'est ça. Ça regroupe des entrepreneurs du territoire ici de la Rive-Sud. Fait que là, ensuite de ça, j'ai pu appliquer tout ce que j'ai appris, ce que j'ai vu mes parents faire auprès des entrepreneurs de la Rive-Sud. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment enrichissant parce qu'à quelque part, je venais comme les appuyer en sachant qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien parce que j'ai vu mes parents se battre toute leur vie contre toutes sortes d'affaires, là, que ce soit les problèmes d'approvisionnement, la main-d'œuvre,
les problèmes de cash flow, les problèmes de, tu sais, on peut tous les nommer, les problèmes des entrepreneurs, là. Fait que parce que j'avais vécu ça, ben j'étais encore une meilleure alliée pour la Chambre de commerce. Fait que j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis ça a fait en sorte que ça a fait vraiment un éveil, un éveil de développement économique, tout l'aspect politique. Je trouve que ça m'a apporté beaucoup de profondeur comme personne. Fait que en étant de retour maintenant aux ventes, en imprimerie toujours, ben là, je me sens juste plus forte. Mais vraiment. ton réseau de contacts a dû exploser, je suppose. Absolument, absolument, parce que pendant 3 ans, tu travailles avec des entrepreneurs et du territoire, donc des gens qui sont à proximité physique, mais qui vivent aussi les mêmes enjeux, par exemple, de transport. Tu sais, fait que si on partait un comité pour dire, ben on va parler de tels enjeux, ben là, c'était facile pour moi d'aller chercher les bonnes personnes, de trouver les bonnes solutions aussi. Il y a quelque chose de très gratifiant quand. Puis tu sais, Simon, tu fais toutes sortes d'initiatives en affaires pour aider les gens à s'élever. Fait que quand tu apportes des solutions concrètes puis que tu vois ce que ça donne, c'est très, très gratifiant. Fait que... C'est quoi Est-ce que chaque entrepreneur, petit ou gros, devrait être dans une chambre de commerce? Est-ce que la plus-value, elle est où de la chambre de commerce? La chambre de commerce, bon, clairement, le réseautage en développement des affaires, je pense que c'est un must. Bien sûr, ça prend les bonnes ressources, puis pour un entrepreneur, c'est pas toujours évident d'avoir la bonne personne dans l'entreprise pour faire ce type de réseautage-là. Oui, mais pas juste pour la vente, pas juste pour signer des contrats. Tu sais, souvent, les gens vont me dire, oui, mais moi, je suis pas un vendeur, j'ai pas besoin de rencontrer plein de gens, ça va pas nécessairement m'aider dans mon développement des affaires. Mais la vérité, c'est que les entrepreneurs, ils viennent chercher non seulement des contacts d'affaires, mais aussi des ressources. Tu sais, moi, ça m'a permis de rencontrer plein de gens qui, aujourd'hui, si j'ai besoin d'un bon notaire, d'un bon avocat, d'un bon spécialiste en peu importe ce que c'est, ben j'ai un réseau autour de moi, je sais toujours qui appeler. Ou si mon ami Simon me dit, ben Marie, j'ai besoin de quelqu'un pour faire affaire mes rénaux de maison, quel promoteur immobilier je pourrais bien appeler? Ou, tu sais, j'ai souvent des demandes, je cherche des locaux sur la Rive-Sud pour mon entreprise. Est-ce que tu as des bons gestionnaires immobiliers à me référer? Oui. Tu sais, donc, je trouve que ça a apporté un réseau de ressources aussi. Je trouve que les gens le voient beaucoup comme un réseau d'affaires pour faire de la vente, mais en vérité, il y a beaucoup là-dedans de support qu'on va chercher pour toutes sortes de choses. Sans parler toutes les amitiés, les liens que j'ai vus se créer qui sont... Tu sais, il y a une dimension humaine là-dedans qui quand on est dans l'ouverture puis qu'on veut se mettre un peu en danger puis rencontrer d'autres personnes, ben il naît de ça automatiquement des belles histoires, que ce soit d'amour ou d'amitié, là. Fait que, tu sais, j'ai vu des belles choses à travers ça. Mais oui, je pense que c'est un must pour répondre à ta question pour les entrepreneurs, de se faire connaître dans sa région puis aussi de connaître les enjeux. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui arrive avec Norvolt? Qu'est-ce qui arrive avec l'élargissement de la 30? On va savoir encore des problèmes de transport dans 5 ans? Ça permet de prendre des meilleures décisions d'affaires et d'être plus stratégique, selon moi, quand on est plus au fait de ce qui se passe. Je pense que je l'ai pas... Tu sais, je prépare toujours un petit peu les documents et les podcasts, mais je pense que je l'ai pas mis dedans, mais c'est pas grave, hein, comme tu sais, je suis pas la lisatrice. Est-ce que tu te considérais comme une vendeuse quand tu étais jeune? Est-ce que, tu sais, le fameux « je suis un bon vendeur, moi je vendrais de la glace en Esquimau », est-ce que tu te considérais comme une bonne vendeuse? Est-ce que le mot vendeur est encore péjoratif ou est-ce qu'il ne l'est pas? Je le voyais pas. Ma mère est une force de vente naturelle, là. C'est vraiment celle qui est derrière le succès d'Impression Première. C'est grâce à elle qu'on a, au fil du temps, réussi à aller chercher d'aussi gros clients. Puis on parle d'une femme qui vient de Chicoutimi-Nord, qui parle pas anglais, qui est arrivée à Montréal dans sa jeune vingtaine, sans diplôme. Tu sais, je veux dire, qui connaissait absolument rien à l'imprimerie, là. Tu sais, quand on parle de partir de zéro, là, c'est pas mal cet exemple-là. Fait qu'elle, elle s'est toujours définie comme une vendeuse, puis je la voyais tellement comme l'exemple suprême de c'est quoi une vraie vendeuse qui vend un frigo à un Esquimau, là. Moi, je me voyais moins comme ça. À la base, je me voyais plus comme mon père, un petit peu plus administratif, opérationnel. Dans les premières années, là, ouais, en sortant de l'école, là, je me voyais vraiment comme une gestionnaire de plancher, si vous voulez, là. Puis au final, tu sais, mon père, il me disait non, t'es vraiment une vendeuse, t'as vraiment le même talent naturel de ta mère. Faut vraiment que tu développes ça. Fait que je pense que c'est... oui, je pense que dire ça, là, je suis une vendeuse, je suis une représentante, oui, je pense que ça peut faire peur, ça peut sonner un peu péjoratif parce qu'on a l'image là, du vendeur de char en veston qui veut te vendre absolument n'importe quoi, à n'importe quel prix, là. Fait que je pense que c'est important de faire attention, puis quand on privilégie la relation, ça paraît. Moi, j'ai énormément de misère à vendre. Je ne suis pas un bon vendeur.
Puis j'essaye de plus en plus de développer ça, même quand j'étais à l'époque chez Randstad, donc en finance et comptabilité. Ils m'avaient payé une formation de vente parce que j'ai l'impression de déranger le monde. Et dernièrement, je suis retombé sur un petit carrousel de quelqu'un en vente et il disait « N'aie pas peur de relancer tes prospects parce que tu sais, on a l'impression, on parlait juste avant, j'avais un autre podcast, puis on parlait du biais, un peu le biais cognitif, le spotlight effect, où on pense qu'on est la personne principale dans la vie des autres, puis que la personne, elle disait, si j'envoie un message parce que, mettons, quelqu'un a liké ma story sur l'investissement, et que là, je lui envoie un message pour dire, hey, si tu veux, j'ai une formation, un programme à $37 que tu pourrais suivre. Moi, je suis genre, j'ai le cœur qui palpite, puis je vais le déranger. Puis la personne disait, au pire, il va prendre son sel, il va dire, ah, Simon m'a écrit une formation 37, ah, ça m'intéresse pas. Il va reposer son téléphone, sa journée continue. Et au mieux, il va faire, ah, ça peut être cool, ça, je vais regarder ça plus tard. Puis peut-être il achète ou il achète pas. J'essaye vraiment de changer mon truc. On parle de 5 à 7. J'ai un malaise dans les 5 à 7, mais un truc de malade. Je sais pas comment agir. Puis pourtant, tu me fais faire un podcast, tu peux faire une conférence devant le monde. J'ai fait la plus grosse école secondaire, faire une conférence. Je donne des cours de Jiu à 30-35 enfants avec tous les parents sur le côté qui me regardent. Écoute, j'ai rien, ça me fait absolument rien. Mais d'aller essayer de vendre ma salade, puis c'est péjoratif la vente de la salade, c'est pas ça que je veux dire, mais d'aller... Et on dirait que quand t'es en entrepreneuriat ou quoi, t'es un travailleur autonome, tu lances ton projet, t'as pas le choix de devoir vendre, t'as pas le choix de vouloir parler de ton produit. Comment on fait pour ne pas être... Est-ce que tu l'as et tu l'as pas, en fait? C'est tout ça? Ben, moi, je suis un peu de cette école de pensée-là où, tu sais, je pense que oui, c'est quelque chose qui est inné. Est-ce que ça peut se développer? Oui, mais il faut qu'à la base, tu l'aies au fond de toi, là. Je pense qu'il y a une forme de... Puis là, je dis pas que je suis tout ça, là, mais je veux dire, il y a une forme de charisme, il y a une forme de passion. Il y a beaucoup de choses qui habitent un vendeur, tu sais, qui fait qu'à chaque jour, tu te lèves puis tu as le goût de. Puis pour moi, ce qui me nourrit, c'est vraiment bâtir des relations. Tu sais, moi, je le vois moins sous forme de j'ai envie de te vendre un produit, un service. Je le vois plus sur l'humain, la personne que je vais rencontrer. Tout d'un coup, que ça clique, puis qu'on a du fun à travailler ensemble, que ça devient un beau partenariat d'affaires, puis que ça perdure dans le temps. Tu sais, prendre des commandes ou faire un deal one shot, plus ou moins intéressant selon moi. Tu sais, moi, je trouve que la valeur est plus quand on réussit à aller chercher un espèce de récurrence, évidemment, puis en vente, c'est toujours ça qu'on recherche de toute façon. Mais comment on fait pour aller chercher la récurrence puis le plaisir? Ben, c'est en bâtissant une relation. Tu sais, moi, je m'intéresse pour de vrai aux gens. C'est vraiment authentique de ma part quand je te dis, Simon, comment ça va le bébé? Comment ça va ta famille, la business, puis ta compagnie de piscine, qu'est-ce qui arrive? Je veux vraiment le savoir. Parce que la journée que tu vas avoir besoin de moi puis tu vas m'appeler, bien, on se connaît pour de vrai. C'est tellement plus simple. Je trouve que c'est plus simple de faire de la business avec des gens avec qui tu as créé un vrai lien. Puis ça, c'est ma première leçon que ma mère m'a donnée en vente au début, quand j'ai commencé à plus vouloir aller chercher des clients. Elle m'a dit, crée un lien. Dans ta conversation avec un client, 20% business, 80% name it. Puis adapte-toi. Si Simon, il tripe sur les chats, il tripe sur le jiu-jitsu, il tripe sur n'importe quoi, joue au golf, parle-y de n'importe quoi, sauf de business. Tu sais, crée un lien. Meilleur conseil. Ça, puis mange pas de la gomme quand tu vas voir un client. Ça va toujours me faire rire parce qu'elle m'avait dit ça, puis j'étais comme, effectivement, c'est pas fou. Mais de créer le lien. Fait qu'à partir du moment où tu as créé ton lien, t'es plus gêné d'écrire à la personne. Ouais, je comprends. Tu sais, puis quand t'as dit, tantôt, save for later, t'as dit, ben la personne, au pire, la personne, elle va le voir, puis elle va faire, je vais regarder ça plus tard. D'où l'importance des suivis à ce moment-là. Parce que oui, c'est vrai, il y a tellement de bruit, on est tellement submergé d'informations, d'invitations, de projets, de produits. Oui, on fait tout ça des fois, faire les screenshots. Ah, je vais le regarder tantôt. Mais la vérité, c'est que si, en tant qu'entrepreneur ou que représentante comme moi, tu fais pas tes suivis adéquats, ben ça va finir par tomber dans l'eau. Mais la notion de faire des suivis trop vite, trop souvent, puis être fatigant, déranger les gens, c'est là qu'il faut que tu gages. Puis la façon de gager ça, c'est en connaissant ton client. OK. Parce qu'il disait aussi que quand tu vends, la personne, elle a besoin de ton service. C'est comme moi, mettons, l'ouverture de piscine, fermeture de piscine ou des cours de jiu-jitsu pour les enfants. Là, c'est un père qui est venu me voir, il met ses 2 enfants. Ils se font les 2 intimider à l'école, puis quand ils arrivent dans la rue, il me disait que dans la rue, il y a aussi les gamins de l'école, puis qui se fait intimider, que lui, le père, est allé voir l'autre père des enfants qui intimide ces 2 gars, puis qu'il a envoyé balader. Donc, puis là, les enfants, ça va super bien. Je les ai fait monter dans le groupe des plus grands, puis le père était comme, my God, t'as changé notre vie, Simon, etc.
Puis je me dis, ah, c'est cool. Les finances avec héritage, c'est pareil. Tu sais, je me dis, les gens, ils ont besoin de ça. Quelqu'un m'écrit, je suis endetté ou j'arrive pas à investir ou peu importe. Je me dis, c'est pas de la vente en tant que telle. Tu sais, tu comprends ce que je veux Tu dire? réponds à un besoin, Ouais. ben absolument. Donc, tu n'essaies pas de leur rentrer dans la gorge des choses inutiles. Tu sais, c'est ça, là, c'est cette espèce de notion-là d'être vu de façon péjorative, mais tu apportes une solution, tu apportes un service. Puis d'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut le présenter, tu sais. Puis moi, c'est très concret ce que je fais dans la vie parce que c'est de l'imprimerie. Je livre un bien. Tu as besoin de chandail, casquette pour ton événement, tu as besoin de carte d'affaires, tu as besoin de brochures, tu as besoin qu'on imprime une grosse bannière pour annoncer où est-ce qu'il y a le studio Les Bunkers maintenant. Bon, c'est du concret. Fait que je réponds à un besoin qui est très, très tangible. Je pense que des fois, le défi, c'est ceux qui sont dans le service, des professionnels là, qui essayent de vendre leur approche, par exemple, de formation, de coaching. Ça, j'avoue que ça peut être plus difficile parce qu'à quelque part, là, t'achètes beaucoup la personne. Là, tu sais, il faut que tu comprennes très bien que ça va être quoi l'approche. Fait que, tu sais, c'est sûr que oui, c'est vu péjorativement, d'où l'importance de montrer rapidement aux gens la vraie nature, la vraie essence qui t'habite, pourquoi tu les approches. Eux, tu sais, moi, ça m'arrive souvent de dire, puis pas plus tard qu'hier, à un client, j'ai dit, tu sais, moi, là, c'est important pour moi de faire affaire avec vous parce que je crois en ce que vous faites, puis je suis très fière d'être fournisseur chez vous. Fait que mon client, il a dit, ben mon Dieu, c'est extraordinaire de me faire dire ça, tu sais. C'est pas juste je veux de la business puis je veux faire augmenter le compte cette année. C'est comme, moi, vous êtes important comme client pour moi. Je crois en ce que vous faites puis je veux être partenaire avec vous autres. Oh, l'approche, tu sais. Fait que je suis très, très dans la chaleur et dans l'humanité, dans tout ça. Mais aussi, il faut être sincère. Je pense que les gens aujourd'hui, ils le voient. Ouais, je pense que... Moi aussi, je pense que les gens le voient. Tu sais, comme moi, je suis quelqu'un qui est très transparent sur mes réseaux. Même dans mes podcasts, je parle d'affaires. Là, faut passer, quelqu'un prend un rendez-vous de 15 minutes avec moi, puis il dit, ah, puis ta mère et tout. Puis j'étais comme, ma mère, comment tu sais ça? Tu dis, ouais, t'en as pas dans un podcast, il y a 1 an et demi. J'étais comme, ok, ouais, je m'en souvenais pas. Puis souvent, les gens se connectent avec moi, puis ils disent, ah, c'est fou, on a l'impression de te connaître. Moi, je les connais pas, tu sais. Mais, tu sais, je veux essayer. Ben, je veux pas essayer, je suis comme ça. Tu sais, je suis transparent, parce que je parle de politique ouvertement. Si t'aimes pas ce que je dis, c'est correct. Je préfère que tu sois en désaccord avec moi, mais plutôt que d'avoir des gens qui tu sais, haïs-moi pour mes idées, ça me dérange pas, c'est mes idées, tu sais. Mais pour la vente aussi, c'est pareil. Je me dis, je veux pas être le vendeur, comme tu dis, de char. On est allé, j'ai acheté une nouvelle auto au mois de février. C'était une mauvaise expérience de A à Z. Mais une mauvaise expérience, je te dis. Qu'est-ce qui a été problématique, le service à la clientèle, l'accompagnement? Qu'est-ce qui a été problématique? Vraiment de A à Z. C'est-à-dire qu'on est arrivé là-bas, on avait été dans un autre concessionnaire à Saint-Hyacinthe où ça avait été, il touchait ma fille. Et puis moi, je déteste ça, le monsieur, là, un monsieur âgé. Puis mon frère m'a dit, oui, je le connais, c'est l'ancien beau-frère, mon ami. Ouais, mais quand même. Puis moi, j'aime pas ça. Je suis comme, yo, enlève tes mains de ma fille, s'il te plaît. Tu sais, un vieux, là, je suis comme... Ah non. Donc, ça avait pas super bien été. Puis on voulait acheter un modèle en particulier. C'était vraiment... On savait ce que vous vouliez. Exactement, on savait ce qu'on voulait. Et là, il veut me faire essayer un autre. Puis là, je lui dis, moi, j'achèterai pas neuf et je veux pas le louer. Je veux acheter, puis une occasion. Qu'est-ce qu'il me propose? Il me sort un prix, puis je suis avec le bébé qui avait 5 mois, ma fille de 6 ans et demi qui se peut plus, il faisait chaud, et ma femme. Et il me sort un prix avec son directeur des ventes, donc tu sais, le côté théâtral de pas être mon directeur des ventes. Et là, il me sort un prix pour un véhicule que je ne veux pas, neuf, loué. Donc là, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc là, je suis comme, bon, je me suis peut-être mal exprimé, c'est pas grave. On s'en va de là, le gars, de toute façon, ça fitait pas. Je m'en vais dans la même brand, mais dans un autre concessionnaire à Brossard. Et je dis au gars, quand on arrive, c'est un jeune, je dis, écoute, voici ce que je veux, vous l'avez, je l'ai vu sur votre site internet, c'est ce modèle-là, j'hésite entre deux. C'est un des deux modèles que je veux. Il me dit, ok, parfait. Puis là, je dis, je trouve ça petit, je fais une joke, je dis, je trouve ça bizarre, il est allé dans un autre concessionnaire, puis il essaie de me vendre un truc que je voulais pas, je fais une petite blague. Et finalement, il dit, oh, bah parfait, on va aller faire les papiers. Ben, je dis, peux-tu voir le véhicule en premier? Ouais, mais non, mais d'abord, on va aller faire les papiers. Ben, je dis, ben, monsieur, je veux voir le véhicule avant. Donc, le dit, on va d'abord faire les papiers, je vous le montre. Finalement, pour me dire que c'est le mec des pièces, qui fait les livraisons de pièces, qui prend cette auto-là. C'est son auto de livraison. Donc, l'auto, elle a finalement 4 ou 5 000 kilos de plus. C'est 5 000 kilomètres de plus que ce qui était affiché. Puis moi, je négocie pas là-dedans. Je suis comme, j'ai pas le temps, là. Je veux l'auto. Donc, finalement, on prend l'auto, je signe les papiers. Quand je veux la voir, elle est plus là. Il me dit, mais il y a les mêmes modèles qui sont dehors. C'est grand, une cour d'un concessionnaire automobile, ok? Je sors dehors et j'attends. Il est jamais sorti avec moi.
Donc, j'ai dû chercher c'était quoi le véhicule. Là, je pensais que c'était celui-là. Donc, je rentre, je dis, ah, il est sur les rails, je peux pas le voir. Il dit, non, c'est pas celui-là, il est là-bas à droite. Donc là, je vais voir, la porte est fermée. Je dis, je peux-tu avoir les clés pour voir l'intérieur, tu sais, vu que je peux pas le voir. Bref, on prend l'auto. On a rendez-vous à 10h pour le prendre, l'auto le lundi. J'y vais avec ma blonde, mes 2 filles. On arrive là-bas. Et là, le vendeur, en fait, est pas là. Il est parti en vacances et il a pas transféré le dossier. Donc là, l'auto est pas Mais prête. c'est pas possible. L'auto est pas prête. Là, ils sont en train de changer les freins parce que finalement, les freins étaient finis. Faut qu'il la nettoie. Et là, la fille la FNI, là, la finance, là, mais là, elle essaye de te vendre tout ce qu'elle peut. Mon frère est FNI dans On connaît la gomme. FNR moto. Donc, il m'avait parlé un petit peu de tout. Remise à neuf et assurance aussi. Ah, mais vous savez, bien, il me dit, ah, mais vous savez que cette voiture-là est beaucoup plus chère, donc ça brise souvent. Là, j'étais comme, je t'achète une voiture, tu veux mettre une garantie prolongée, je sais pas trop quoi, parce que ça brise souvent. Là, quoi, c'est pas de la bonne qualité. Si c'est comme ça, je la prendrais pas. Ben non. Donc, ça a été mauvais de A à Z. Là, on arrive pour prendre l'auto. Ah, bah, l'auto, elle est pas prête, elle sera prête dans 1 heure. Mais nous, ça fait déjà 1 heure qu'on est Vous là. attendez avec le bébé, puis la petite cocotte, puis... Et je suis comme, ok, ben là, ma blonde, elle dit, bah, je vais rester. Moi, j'avais un meeting. Elle dit, bah, je vais rester. Je dis, non, c'est correct, je vais décaler mon meeting, puis je vais attendre. J'ai attendu 1h30 finalement, parce qu'ils arrivaient. C'était bon de prendre la voiture quand même. Moi, avec tout ce que tu me dis, je trouve ça moyen. Celle-là. Parce que ça convenait vraiment, parce que, tu sais, honnêtement, on s'entend qu'ils te l'ont pas vendu, Ah, bah dans non. le sens que... J'ai payé gros prix. Ils m'ont repris ma BM à un prix ridicule. Puis, moi, je mettais mes pneus de ma BM d'été que je redonnais. Sont neufs. Je les ai même pas utilisés en été parce que un des pneus avait crevé, donc j'ai changé les quatre au complet. Les pneus de la BM, j'ai des Michelin, je sais pas trop quoi, c'est 1500 pièces de pneus Red Flat. Je lui mets là et le gars me dit, ah oui, ça va venir, nous, elle va venir avec les pneus, la voiture, je vais regarder pour vous le dire, ça vient avec les pneus. Il me le dit pas finalement. Donc là, j'arrive là-bas, puis je dis à la fille, vu que le gars est en vacances, puis je suis pas au courant que le vendeur est en vacances, est-ce que ça vient avec les pneus, finalement, les pneus d'été? Ah bah là, je sais pas. Je dis, bah c'est parce que moi, si je mets mes pneus, qu'il y en a pour plus de 4000 balles avec la BM, c'est pas vrai que vous me donnez pas les pneus, là. Est-ce que vous avez une preuve de ça? Elle me dit ça, vous avez une preuve de ça? Ma blonde, je pense que ma blonde, elle le voyait là que j'étais à la soupape, elle était proche, là. J'étais comme, bah, mais vraiment, je te trouve bon d'avoir appris la voiture. Ouais, c'est parce qu'on avait besoin, tu sais, j'étais comme, on veut changer rapido, là. Mais de A à Z, c'était catastrophique l'expérience. Catastrophique. Ben, déjà, à la base, l'écoute n'était pas là. Tu sais, je veux dire, comment, en disant je veux acheter, je veux un modèle usagé, je veux ce type de modèle-là, puis qui travaille avec autre chose en location neuf. Tu veux dire, faut vraiment avoir très, très mal compris le besoin du client. Ouais. Donc, habituellement, je m'exprime bien quand même. je pense que oui. Je pense que oui, on peut. Je confirme. Tu communiques très bien, c'est très clair. Fait que, tu sais, je veux dire, à la base, l'écoute, puis, tu sais, de ne pas savoir lire le client. Puis, tu as dit quelque chose d'intéressant par rapport au vendeur, ou en tout cas la personne plus âgée qui gossait avec ta fille. Tu sais, je veux dire, il y a quand même un choc de génération aussi dans ce type d'affaires-là que moi, j'observe. Tu sais, il y a eu une époque où on faisait des affaires avec une poignée de main sur le bord de la table, puis c'était bien simple. Là, aujourd'hui, c'est plus ça. Tu sais, faut que tu prouves que tu as des pratiques durables, faut que tu prouves que tu es une compagnie. Il y a beaucoup de choses à faire pour arriver à faire la vente, puis c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Puis je trouve qu'il y a des générations pour qui tout ça, là, c'est du chinois. Tu sais, puis ils comprennent pas. Puis culturellement, ou plutôt en société, c'est plus ou moins acceptable, surtout après une pandémie de 2 ans, de mettre les mains sur un enfant, une petite fille qui n'est pas à toi, puis que tu connais pas, puis qui n'est pas dans ta famille. Puis, tu sais, moi, à la limite, même quand c'est des amis, je demande la permission. Est-ce que je peux prendre ton enfant? Est-ce que je peux y faire des coucous? Ça, je veux dire, comment tu peux? Fait que, tu sais, il y a quand même beaucoup de choses dans ce que tu nommes qui devraient être adressées par un gestionnaire, selon moi. Tu sais, je veux dire. Fait qu'il y a beaucoup. T'es flabbergasté. Ben oui, c'est ça. Mais en tout cas, quand tu recevras les sondages post de suite de ton achat, je pense que c'est des commentaires qui pourraient être très constructifs. Puis même en changeant de concession, encore une fois, là c'était plus des problèmes d'écoute, c'est un problème de suivi puis d'accompagnement. Tu sais, je veux dire, fait que ça arrive à l'occasion qu'on échappe un volet dans une transaction ou dans une vente ou dans une relation d'affaires, mais là, ça part de l'écoute, de comprendre le besoin, de faire la bonne proposition, de livrer ce qui a été demandé au bon moment, dans un délai raisonnable, avec tout ce qui était prévu, avec aucun accompagnement, aucun suivi, aucun service après. Pas là la journée où tu puis que le dossier n'avait pas été transféré. Tu sais, moi, dans cette histoire-là de vente, là, dans ce parcours-là que tu as vécu, pour moi, c'est absolument tout ce qui est à proscrire. Je dis pas que moi, je suis parfaite à tous les niveaux, tout le temps. Tu peux pas en échapper. Hein. Mais clairement, c'est un très bel exemple de tout ce qui est à proscrire là, pour créer une belle relation. Est-ce que tu as le goût de retourner voir ce vendeur-là après? Non. Est-ce que tu as le goût de retourner dans cette concession-là?
Pas J'ai même dit, je parlais avec mon frère justement, vu qu'il est là-dedans, dans les concessionnaires, puis je lui disais, pourtant c'est tellement facile d'être gentil, c'est tellement facile. Et la fille aux tu vends du assurances, bonheur, là. Tu vends à l'école. Les gens sont contents d'aller à ben la oui, voiture, là. elle C'est pas- était tellement pushy en plus là. Avec ma blonde, même ma blonde, elle me textait parce que moi je m'occupais d'Olivia qui courait partout puis qui voulait voir les autos. C'était long, puis là c'était comme ça vous prendrait ça vous prendrait. Puis tu sais, à un moment donné, c'est comme non, on veut pas ça. Là. Tu sais, ton auto, j'en ai J'ai pas besoin de besoin. ça, là, tu sais. Ah ouais, j'ai trouvé ça catastrophique. Puis si je fais du pouce sur les 5 à 7, ce serait quoi les meilleures pratiques dans les 5 à 7? Mettons comme des gens comme moi qui sont un peu plus introvertis. On va dans un 5 à 7, on connaît pas le monde. Comment tu vas voir la personne pour t'introduire, pour te Ben, tu présenter? sais, en termes de réseautage pour le développement des affaires, souvent les gens ont cette réflexion-là de dire, ah, c'est des 5 à 7. Mais des événements de réseautage, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être sous forme de déjeuner, ça peut être sous forme de café virtuel, ça peut être un dîner de type grande rencontre. Oui, ça peut être des 5 à 7, des 4 à 6. Mais il y a plusieurs formats à ces événements-là. Faut pas juste le voir comme un cocktail, tout le monde debout avec un verre de vin, puis on ne sait pas trop où se garrocher, là. Puis dans un événement d'affaires, il faut se dire que tous les gens qui sont présents, tous les gens qui sont là, ont envie de rencontrer les autres, à la base. Puis tout le monde est comme toi, pas trop sûr de qu'est-ce qui se passe. Ok. Souvent, le premier conseil que je donne, c'est de venir accompagner. Parce que souvent, 1 à 2, on peut plus work the floor, on est plus capable d'aller chercher un reach intéressant pour notre entreprise. Puis souvent, ça nous met en confiance là, de dire, ben, je suis pas seule. Ouais, je Tu sais. peux. Puis des fois, ben, quand tu jases avec quelqu'un, ben, ça oblige automatiquement ton accompagnateur à jaser avec quelqu'un lui aussi parce que là, il est à côté de toi puis il bouge pas. Mais c'est de se dire que tout le monde est là pour les mêmes raisons. Ok. Tu sais, rentrer c'est pas du cold call, là. C'est pas rentrer, moi, je veux devenir fournisseur chez Club Tissu, j'arrive ici aujourd'hui, toc toc, est-ce que je peux parler au directeur? Bonjour, Marie-Christine, je fais ça dans la vie. Tu sais, c'est très intimidant. Mais dans un contexte où tout le monde est là pour ça, puis que tout le monde est aussi gêné que toi, tu sais, je pense qu'il faut se dire, regarde, je peux être celui qui initie la conversation, ça va juste m'enrichir moi, puis ça va peut-être faciliter la soirée de quelqu'un d'autre, tu sais, en fait. Parce qu'une fois que le contact est fait, c'est fait. Tu sais, moi, je dis souvent, on peut pas déconnaître quelqu'un. Une fois que je te connais, je te connais. Donc, je t'ai rencontré à un dîner d'affaires, un déjeuner, réseautage, peu importe. Bon, la vie continue. On se revoit un mois plus tard dans un 5 à 7. « Hey, salut Simon, ça va? Hey, t'es avec qui? Ah, mon collègue, machin chouette. OK, super. » Ça se fait tout ça. C'est très, très naturel. Il faut faire confiance. C'est sûr qu'il faut prendre le risque, mais il faut garder en tête que tout le monde est là pour les mêmes raisons. Fait que de faire des eye contact, d'aller vers les gens. « Allô? Tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que c'est la première fois que tu viens Es-tu membre de la chambre, par exemple, ou es-tu membre de telle affaire? Est-ce que tu considères le devenir? Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton pitch? » Tu sais, puis go, ça part. Puis je pense que de se donner la chance d'y aller quelques fois pour revoir des visages. Puis ça met en confiance. Quand tu te rends compte que, OK, là, tu sais, t'agglutines avec les mêmes personnes, puis là, ça te fait sentir en confiance. Ces gens-là te présentent d'autres gens, ça se fait naturellement. Tu vois, j'avais été au CETEC, le sommet du CETEC. Puis c'était intéressant parce qu'il y avait des conférences. Puis après, tu avais une table La pour le période. dîner. Donc, tu sais, on était tout assis. On se connaissait pas, mais ça, j'avais trouvé ça beaucoup plus facile pour moi. Oui, c'est pour ça que je te dis, faut pas penser que les réseaux d'affaires, c'est juste des 5 à 7, parce que ça, c'est intimidant, avoir un verre de vin, être debout à côté d'une table bistrot. C'est vrai que quand t'es pas habitué, ça fait spécial, mais si tu vas dans un événement avec un contenu qui t'intéresse, donc à la base, tout le monde qui est là est aussi intéressé par le même événement, qu'on parle d'exportation ou de transformation énergétique ou peu importe, si tu es là, c'est parce que ça t'intéresse, donc les gens aussi. Être assis à une table, bonjour, bonjour, bon appétit, c'est le fun, haha, l'événement commence, il y a du contenu, puis à la fin, ou souvent c'est plus au début, la période de réseautage, mais ça peut être aussi à la fin, bien là, tout se fait naturellement, puis là, tu as comme un sujet qui vous lie déjà. Ah, c'était le fun, la conférence, qu'est-ce que tu as apprécié? Est-ce que tu as trouvé que ça, c'est vrai dans ta réalité? C'est sûr qu'il faut être un peu initiateur puis avoir un peu envie de se mettre en danger, mais ça se fait vraiment naturellement parce que les autres qui sont là ont aussi envie de ça et sont aussi inconfortables que toi. Fait que, tu sais, t'es pas un extraterrestre là, dans une salle de gens qui sont donc bien charismatiques puis extravertis, là, tu sais, c'est toute la même affaire. Fait que le conseil que je donnerais, c'est de venir accompagner, idéalement pour les premières fois, de se permettre d'y aller 3-4 fois dans une saison, tu sais, dans un, je sais pas, là, un 3, 4, 5 mois, pour essayer de revoir des visages, puis de cibler des événements à contenu qui t'intéressent pour vrai. Parce qu'au moins, t'as pas l'impression Parce que ça reste que dans les événements de réseautage, c'est souvent lié à un contenu, à une problématique. Fait que c'est le fun, t'apprends. Tu sais, t'as pas perdu ton temps. Même si cette journée-là,
t'as moins fait de belles rencontres, c'est pas grave, t'es ressorti gagnant, puis t'as quand même compris des choses, on t'a expliqué des notions qui vont t'élever. Fait que je pense que ça vaut la peine quand même à ce niveau-là, ça c'est sûr. Là. Puis, il y avait un point que je voulais voir. Tu sais, tantôt, on a parlé de faire des suivis. Mm-hmm. Est-ce que ça dépend des... Tu sais, comme je me suis mis à faire des suivis, chose que je faisais pas parce que moi, je me suis toujours vanté de dire je suis pas un vendeur. Voici mon offre. Tu la prends, tu la prends, tu la prends pas, j'en ai rien à faire. Ça changera pas ma vie. Mm. Mais là, je me suis dit, faut que je vende. Tu sais, à un moment donné, c'est ma business, faut que je vende. Comme là, avec les piscines, on commence à faire pas des cold calls, mais Non, mais à faire des approches. Des appels de suivi de ceux qu'on a effectué les fermetures. Là, on les appelle pour faire les ouvertures maintenant. Mm-hmm. Donc là, ils se mettent un peu à négocier. Puis, oui, on a eu un super service. Là, votre prix, c'est 225. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que vous pouvez venir? Les dates correspondent pas. Ouais, je te reviens. Ouais. Comment faire où je fais des consultations de 15 minutes. Il y en a à qui je propose rien. Puis, il y en a à qui je propose que ce programme-là serait utile pour tes finances, pour l'investissement, etc. Comment on fait les suivis? Combien on en fait de suivis? Est-ce qu'on attend le nom? Ben, je pense que dans votre cas, avec l'entreprise, si on parle de l'entreprise de piscine, je pense que c'est de commencer assez tôt dans la saison parce qu'ils vont tous te répondre « Oui, on va y penser, là, tu sais, il y a encore de la neige, il faut que je parle à mon mari, il faut que je parle à ma femme, je te reviens avec ça, je sais pas trop. » Ils vont tout le monde va faire ça. C'est sûr. Une dizaine d'appels hier, c'était ça. C'est sûr, c'est ça. Parce que les gens, oui, tu sais, les gens sont pas comme rendus là mentalement, là. Puis là, tout va presser à la dernière minute, là, mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Mais, fait une première approche, premièrement, pour qu'ils voient qu'il y a un premier suivi. Puis là, tu sais, dans le timeline des affaires, là, j'imagine que on ouvre la piscine dans quoi, fin mai, à peu près, d'habitude? C'était le mois de mai, le gros mois? Mais on commence en avril. C'est ça. Quand tu la fais pas chauffer, tu peux juste l'ouvrir. Mais en mois de mai, c'est c'est votre grosse période. Puis ce qu'on s'est aperçu avec la fermeture, c'est qu'on appelle les gens. Ah oui, j'y pense. Puis là, le temps froid y arrive, ils l'ont pas fermé. Puis là, c'est comme, quand est-ce que tu viens? Il faut vraiment que tu viennes. Et je suis comme, donc, il pourrait y avoir un incitatif pour ceux qui réservent plus tôt. On fait une première approche. On est au mois de mars, au mois de février, mais vous pourriez commencer quand vous voulez puis dire, ceux qui réservent avant le 15 avril, je dis n'importe quoi dans les dates, pour obliger avoir un call to action pour obliger les gens à bouger. Parce que, puis en le disant carrément, en étant transparent, parce que si vous m'appelez le 1er mai, ça se peut que je sois loadée. Ouais. Fait que, tu sais, l'objectif ici, c'est de prévoir ma saison. Je vous offre, parce que vous étiez un client de l'an dernier, d'être là en priorité chez vous. Puis vous avez je sais pas, 10% de rabais incitatif quelconque, peu importe. Mais je pense que je pense que ça va prendre un call to action pour que les gens bougent dans ce genre de situation-là. Là. Comment tu mets un sentiment d'urgence quand tu as beaucoup de compétition? En montrant que vous avez du succès et que vous êtes occupé. OK. Tu sais, si tu appelles à quelque part que tu as besoin de quelque chose, puis la personne est toujours disponible à te répondre dans les 3 secondes et quart, à un moment donné, tu vas dire... Ça me fait penser à une analogie. Tu sais, ma mère, elle disait qu'à l'époque, elle disait, tu sais, moi, quand j'arrivais chez mes clients en BM, là, il y avait 2 choses qui se produisaient. Mon Dieu, elle doit charger ben trop cher. Mm-hmm. Ou, ah, wow, je suis tellement heureux de faire affaire avec quelqu'un qui a du succès. OK. Tu sais, fait il y a toujours deux façons de voir ça. Mais pour moi, dans le cas de la piscine, si tu montres que tu es occupé puis que tu veux céduler d'avance pour être sûr de satisfaire tout le monde, parce que tu as beaucoup de clients puis tu réussis, ben la personne, elle va faire, ouais, effectivement, je suis chanceuse d'avoir une place puis qui m'appelle. Fait que je suis peut-être aussi bien de... Tu sais, entre avoir l'air d'avoir du succès puis avoir l'air désespéré, tu sais, faut comme... Moi, je pense qu'on était mieux de mimer que, justement, l'agenda se remplit vite puis que, comme tout le monde veut tout en même temps. Fait que de le dire, d'être super transparent, on est très occupé, notre mois de mai est complètement fou. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on vous réserve une date avec un dépôt ou peu importe tout de suite ou je vous rappelle dans 2 semaines? Tu sais, je sais pas, là, tu sais, on jase ouvertement. Là, moi, c'est ce que je ferais parce que ton service, pour moi, toi, si les gens réservent pas d'avance ou disent pas oui d'avance, ben là, tu te ramasses avec un mois de mai complètement débile avec plein de surprises. Ouais. Puis moi, je comprends un peu ce volet-là parce que je suis quand même dans une industrie d'urgence aussi, parce que je suis le dernier maillon de la chaîne. Hey Marie, j'ai oublié d'imprimer mes contrats pour ma saison d'ouverture de piscine. J'ai besoin de ça pour demain. Tu sais, genre, là. Fait que je comprends le sentiment d'urgence puis l'importance de la planification. Puis pour en revenir au suivi, comment je fais pour... tu sais, moi, je pense qu'aux 2 semaines, c'est généralement suffisant, là, dépendamment du projet, puis dépendamment de la situation. Mais je pense qu'au moins 2 suivis après une première approche, c'est nécessaire. Après ça, effectivement, je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine forme de lâcher prise.
Puis je pense que diversifier la façon qu'on fait les suivis, tu sais, un appel, un courriel, je sais pas si vous avez des services automatisés de texto, mais il y a plein de façons de le faire parce que les gens, là, spécialement aujourd'hui, je trouve, puis moi, j'ai ce comportement-là de consommatrice. Ah oui, je vais m'en occuper. Oui, screenshot, je vais regarder plus tard. Puis là, quand j'ai du temps libre, je regarde ah oui, c'est vrai, je voulais réserver pour telle affaire où je voulais. On remet tout le temps tout à plus tard parce que dans l'immédiat, on est toujours occupé sur quelque chose, tu sais. Fait que c'est le nombre d'impressions qu'ils vont avoir qui va faire en sorte qu'ils vont finir par bouger. Puis, tu sais, moi, fonctionnant beaucoup à la relation, pour moi, c'est pas être têteuse que de faire sentir le client important puis que tu veux y aller ouvrir sa piscine. Moi, j'aimerais vraiment ça vous avoir comme client cette année. J'ai aimé ça travailler avec vous l'année passée. Tu sais, de le dire carrément comme ça, tu sais, mais ça prend un type de personnalité qui va avec ça. Là. Tu sais, moi, c'est mon approche à moi parce que j'aime vraiment les gens pour de vrai souvent. Puis en le disant, ils se sentent importants puis ils font ben oui, t'as raison. T'sais. Parce que tu sais, on parle de la peur du refus, la peur du non. Moi, j'en ai rien. Sauf, tu vois, je suis pas un bon vendeur, si je peux dire ça comme ça, mais le non me fait ni chaud ni froid. Ben, je peux faire des cold calls puis qu'ils me disent non, ça m'intéresse pas ta fermeture. Ah, OK, parfait. Parfait, merci, bonne journée. Ben, ça fait partie de la game, tu sais, se faire dire non, le rejet par rapport à ça, ça fait partie de la game. On en gagne, on en perd. Moi, je suis dans une industrie où je peux perdre une soumission pour 5 $ de différence avec un autre soumissionnaire, là, dans des appels d'offres. Fait il faut que tu fasses une espèce de petite carapace par rapport à ça puis que tu ne le prennes pas personnel, ça, c'est sûr. Puis si tu n'as pas peur du refus, ben écoute, qu'est-ce qui t'empêche de faire des suivis à ce moment-là? Tu sais, puis c'est toujours difficile, puis il n'y a pas de recette magique entre en faire trop, tu sais, puis devenir fatigant, puis se sentir... Mais à quelque part, les clients, si tu y rappelles pas, ben il va te rappeler dans 2 mois en panique nucléaire parce qu'il n'a pas booké ses affaires puis que là, il a besoin d'aide. Fait que, tu sais, c'est dans l'approche, je pense, d'avoir une espèce d'incitatif qui fait que la personne passe à l'action quand tu lui mentionnes, puis de la faire sentir importante. J'aimerais vraiment ça, venir fermer votre piscine. On aimait ça, venir chez vous l'année passée. Ça a l'air têteux, dit de même, là, ça pourrait être retravaillé comme pitch, là, mais je veux dire, OK, tu sais... Puis de les faire... Puis j'ajoute à ça ce que j'avais dit par rapport au succès. La raison pour laquelle je vous appelle tôt, c'est qu'on est très occupés au mois de mai. Je vais être sûre de bien vous servir. Puis le fait que là, tu sais, ça fait comme OK, tu sais... OK. Je vais le dire à mon collègue Amadou. Puis, Mais c'est une façon c'est des approches différentes, mais c'est de voir qu'est-ce qui marche, de s'adapter au client. Tu peux pas parler à Robert de la même façon que tu parles à Micheline, de la même façon que tu parles à Océane. Tu sais, dans le sens qu'il y a des fois, il faut s'adapter à la personne à qui tu parles. Puis ça, je pense que c'est bien important aussi, tu sais. Puis tu sais, d'essayer de créer le lien le plus possible pour que ça soit naturel. C'est ça que... Toi, tantôt, tu disais que tu parlais quand même pas mal, puis on parlait parler quand tu fais ta vente, tu t'intéresses. Ah oui, je parle beaucoup en général. Est-ce que ce serait quoi est-ce que le storytelling, c'est quelque chose qui serait important en vente je te raconte une bonne, OK? J'ai mon ordinateur. Pas encore un problème de dealer. Non, pas un problème de dealer. Hier, on a là, je fais de la consultation en RH pour une grosse entreprise, qui est une entreprise qui est très conservatrice. Mm-hmm. Tu sais, le télétravail, c'est 4 jours au bureau, 1 journée à la maison, puis c'est parce que c'est très conservateur. Conservateur, c'est le bon mot. Très conservateur. Et on a des gros dossiers en recrutement à faire. Donc, on a des très, très gros dossiers que, justement, c'est des BD managers aux États-Unis puis au Canada, donc des business dev. Mm-hmm. Donc, c'est des représentants où est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui travaille avec des municipalités, des gouvernements, du long sales cycle, etc. Et je réfère une agence de placement. Et la gestionnaire là-bas, elle parle à mon contact pour c'est quoi la compagnie, c'est quoi les postes qu'on a besoin, etc., etc. Notre président, c'est un militaire, c'est un ancien militaire. Donc, tu sais, c'est drôle. Okay? Oui, je vois le genre. Et d'ailleurs, il est super gentil, le président, mais tu le vois que sur les appels, j'ai déjà fait une coupe d'appel avec lui, puis c'est comme... tu sais, c'est pas... Une rigidité. Ouais, j'étais comme... Moi, je suis pas impressionné par personne dans la vie, il y a pas grand monde que je vais... T'es timide? Du tout. Puis lui, honnêtement, sur l'appel, j'étais comme... OK. Genre, C'était sérieux, là. Il a fait 2 tours en Afghanistan, je pense. Il était dans l'équipe de lutte de son université aux États-Unis. Ça, c'est le propriétaire de l'organisation pour laquelle tu travailles en RH. Okay, pas le propriétaire, mais c'est le président. C'est le président, OK. Wow. Et puis, c'est une grosse business, c'est des projets c'est plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Et donc, hier, on a un appel avec le responsable de tout les États-Unis, Canada pour la vente, le développement d'affaires, et
une personne de l'agence. Et il se connecte, et j'ai pris un screenshot si tu veux. Il se connecte, je sais pas si tu vois bien le screenshot là. C'est lui. Donc en gros, nous on est les deux dans notre bureau. Et lui, la personne qui se connecte de l'agence, pour prendre c'est un mandat exploratoire, on veut lui parler, voir un petit peu comment ça fit. Sur son balcon, en t-shirt, les lunettes de soleil. Et là, il commence l'appel en disant « Vous avez des postes à combler, je vais vous dire pourquoi je suis le meilleur. » Donc moi, j'ai fait 8 ans en ingénierie, de la finance comptabilité, j'ai fait les plus grosses agences, je suis passé à la télé, etc. Moi, il m'a même pas adressé la parole pour me demander qui j'étais. Et mon Jeff, qui est le responsable de Canada-États-Unis en vente, il lui a même pas demandé c'est quoi tes besoins. Donc là, il lui dit c'est qui tes compétiteurs. Donc là, Jeff, il lui dit quelques noms. Il dit ok, bah moi, ce que je vais aller faire, je vais aller voir les compétiteurs, je vais leur proposer plus d'argent pour qu'ils viennent chez toi. Puis là, Jeff était comme bah si tu fais ça, je pense que nous on peut le faire. Tu sais, Oui, carrément, là, c'est une grosse stratégie. Tu sais. Et on l'a détesté. Vraiment, là, il a fait un monologue de A à Z. Il est odieux, là. Il était imbu de lui-même, égocentrique. Je me disais, voyons, t'es sur un appel exploratoire, t'es mieux d'être overdressed que pas assez habillé, puis rien à foutre, hein, le gars sur son balcon, je pense qu'il était sur un ordi vu que c'est horizontal, ou à moins qu'il le tenait comme ça sur son téléphone. Mais écoute, puis après, j'ai tout de suite rappelé Jeff pour dire... Qu'est-ce qu'on vient de vivre? Qu'est-ce qu'on vient de vivre? Là, je suis content que tu me le dises parce qu'il dit, je savais que c'était un de tes contacts. Je dis, bah, je connais le contact, le président de la business. Lui, c'est un de ses employés, mais je vais lui dire, moi, au président, écoute, c'est moi qui réfère en plus. J'ai tu l'air d'un... Oui, mais ça, puis en tout cas, c'est un autre sujet sur les références, là. Moi, des fois, avant de référer des gens, effectivement, il faut être très, très sûr de notre affaire, là, parce que ça peut rapidement nous revenir. Mais, tu sais, déjà en partant, tu sais, quand je parle de bâtir des relations puis de faire attention à l'humain derrière tout ça, tu arrives dans une rencontre, vous êtes 3, personne ne se connaît. À la base, il devrait y avoir une personne qui gère ça puis qui fait un petit tour de table pour dire, on va se présenter, on va prendre le temps de se présenter. Parce qu'à partir de là, tu te connais donc vraiment après. Puis c'est quoi ton rôle? C'est quoi ton rôle au sein de cette organisation-là? Pourquoi on est ici aujourd'hui? Tu sais, il y a toujours une question de se présenter, prendre le temps de savoir qui est autour de la table, qui est autour de nous, même chose dans un événement. Puis c'est quoi l'objectif de notre rencontre aujourd'hui? On est ici pour quelle raison? Là, lui est arrivé comme un gros truck sur l'autoroute. Moi, je suis le meilleur. Ben, très bel exemple du cliché du vendeur broche à foin qui fait un peu n'importe quoi puis qui donne mauvaise réputation aux gens c'est exactement ça, là. C'est ce que je vois. Puis effectivement, puis ça, c'est un autre volet de la vente, mais dans l'approche, dans la façon de se présenter, pour moi, c'est très important. Si tu dégages pas de professionnalisme sur ta façon de te présenter à la rencontre ou dans ton milieu d'affaires, ben tu prends pas ça au sérieux, c'est sûr, là. Ouais. Tu sais, pour moi, c'est une façon d'être respectueuse envers mes clients, d'être en tailleur, d'être bien habillée, d'être bien mise, parce que je prends ça au sérieux, mon travail. Tu sais, je peux être plus casual aussi, il n'y a pas de souci. Je dis pas que les gens qui sont plus casual ne prennent pas ça au sérieux, mais je veux dire, dans ta présentation, à quelque part, il faut que tu fasses... C'est ça, fait que là, lui arrive avec des lunettes de soleil, il était foiré dans un sofa sur son balcon. C'est juste moi, là, mais j'ai envoyé après à une de mes anciennes collègues chez Randstad, puis elle était qui est rendue maintenant au placé chez Hydro, puis elle me disait, voyons donc, comment tu peux te prêter... Puis elle a travaillé avec moi 3 ans chez Randstad. Donc, c'était une de mes partenaires, puis elle me disait, voyons, tu prends un poste haut placé comme ça. OK. À la limite, il a l'air au-dessus de ses affaires, donc ça donne même pas envie de travailler avec lui. Admettons. On a fait notre appel de prise de mandat, ça va bien. On a signé l'entente avec cette entreprise-là. Ils cherchent pour nous. Et là, ça fait 3 semaines qu'on se parle à chaque semaine. On fait nos weekly. Puis là, il est parti en vacances, je sais pas trop. Il est sur son balcon. Là, c'est une chose. Il y a une zone de tolérance et de flexibilité qu'on peut avoir. Là, je te connais pas, tu veux ma business. C'est des mandats, c'est des postes à 150 000. Donc, Mais tu sais, la première impression là, en affaires, je pense que c'est tout autant valide que le cliché le dit. Là, c'est très important de faire attention. Un petit truc exprès avec première impression, puis ta business? Ben non, mais j'avoue non, même pas. Impression première, c'était à quelque part, c'est que tu sais, à l'époque, quand la compagnie a été fondée, tu sais, la compagnie a été fondée à 100% en 2003 quand même. Là, fait que ça a quand même 22 ans. Parents? Oui, maman et papa.
Puis le nom, ben oui, c'est un peu ça, parce qu'à quelque part, l'imprimerie, comme là, c'est sûr que là, on remonte de là 20 ans, puis de là 30 ans, 40 ans, quand mes parents ont commencé, l'imprimerie, ça t'aidait à faire bonne impression, en fait, parce que c'était au même titre que d'être bien habillé, de bien se présenter, d'avoir un look propre et soigné, d'avoir des bons outils, parce qu'avant, à l'époque, les courriels n'existaient pas. Ça fonctionnait par brochure, carte d'affaires, pochette de presse, dépliants, etc. Donc, d'avoir des documents qui t'aident à faire une bonne première impression, c'était ça un peu que derrière le nom, pour répondre à ta question pour la petite histoire. Ouais. Mais ouais, je me dis, après, il y a aussi une certaine adaptabilité. Puis je me souviens à l'époque, quand je suis rentré chez Randstad, justement, j'avais rencontré le président. Et moi, à cette époque-là, j'étais directeur pour des boutiques d'arts martiaux. Donc nous, on était distributeurs pour des grosses marques et on vendait aux gyms, aux propriétaires de gym qui eux achetaient notre stock. Et les propriétaires de gym, où j'avais fait des beaux order forms sur Excel qui devaient remplir la quantité parce que un gant de boxe 12 onces, j'avais 4 couleurs pour la même marque en 16 onces, etc. Donc, genre de bonne commande. Là. Exactement. Ouais. Ils m'écrivaient sur Facebook à l'époque, « Ah, j'ai besoin de 3 paires de gants bleus. » Ah, mais tu veux des 8, 10, 12, 14, 16 onces, tu veux dans la marque Rival, Hayabusa, tu veux Ring to Cage. Ouais. Comme tu veux. Et c'était ça. Et je lui expliquais donc au propriétaire, au président de Randstad, je lui expliquais que lui, sa réalité qui vendait à parce que nous, quand j'étais sous lui, on vendait en finance et comptabilité, on vendait nos services de recrutement. Donc, on parlait aux VP Finance, donc des CFA ou des CPA, ou des CRHA, des directeurs, directrices des ressources humaines. C'était ça nos ventes. Évidemment, je ne vais pas parler à un CFA qui fait 150, 200 000 par année, qui gère une équipe en dessous de lui de finance, comme je vais parler à, je vais pas dire un nom, mais je vais dire un nom au hasard, on va dire Victor, qui est propriétaire du petit gym à côté. Je peux pas, donc je lui avais expliqué ça, puis j'avais été embauché par Randstad, mais j'avais tenu tête. Je veux dire, écoutez, vous vendez comme ça vos clients, moi je vends comme ça mes clients, puis on a du succès. Parce que si je me mets, à un moment donné, c'était ça, est-ce qu'on force les gens à commander via le bon de commande? On n'aurait plus eu de commande. C'était fini. Ils se pointaient au magasin, souvent les propriétaires de gym, ils se pointaient à la boutique, puis là, ils prenaient on va prendre ça. Ils ne nous avaient pas prévenus. Mais j'ai pas le choix de les accepter. Je peux pas leur dire, non, tu m'as pas réservé avant. On aurait perdu des ventes. Ils savent pas se servir d'un ordinateur. Non, mais c'est d'apporter des solutions puis de faire voir aux gens qu'on sauve du temps, que c'est plus efficace, que ça permet. Mais effectivement, ça prend beaucoup d'accompagnement, beaucoup de patience. Mais je pense que, encore une fois, c'est la récurrence qui va entrer en ligne de compte, puis de faire voir le bénéfice aussi au niveau du temps. Puis, tu sais, maintenant, avec les technologies numériques, puis je sais pas, toi, ce que tu en penses, mais le bruit est extrême, là. Tu sais, moi, c'est la même chose que toi. Je reçois des commandes par absolument toutes les plateformes et les messageries disponibles sur... Fait que, moi, mon souci là-dedans, c'est d'en échapper. Fait que quand je dis aux gens, « Hey, écris-moi un courriel. » Même si je fais ça, j'en reçois quand même par Messenger, puis toutes sortes de messageries. Je les prends quand même, je les traite, puis je fais très attention de ne pas en échapper. Mais je le dis tout le temps quand même. Je me dis, un jour, je vais réussir à former. Parce que, tu sais, l'humain, à la base, est résistant au changement. Là. Fait que quelqu'un qui est habitué d'être rejoint d'une façon X va toujours continuer. Mais quand ça va faire 15 fois que je dis, s'il te plaît, Simon, écris-moi par courriel, j'ai peur de l'échapper. Puis quand je t'en rends compte puis je suis pas disponible, bien, ma collègue, elle peut l'attraper, on sauve du temps. Ah, des fois, là, tu sais, le timing est là, la personne comprend où je vais en venir, puis je réussis à changer son comportement. Mais tu sais, c'est au même titre que gérer des employés, puis tu le sais, là, tu sais, changer des comportements, autant de clients que de fournisseurs, que c'est très, très difficile, mais je pense que ça vaut la peine. Puis si la pandémie puis les changements qu'on vit en ce moment nous ont enseigné quelque chose, c'est bien de savoir s'adapter encore plus et même plus que jamais. Et là, ça continue. Faut trouver des solutions, faut s'adapter, faut devenir de plus en plus efficace. Puis ça, ben ça passe par des fois des bonnes réflexions, puis en définissant tes objectifs, puis en t'assurant que les gens autour de toi suivre la parade. Là. Ah non, je suis d'accord que l'adaptabilité, c'est comme on dit, les dinosaures, c'était peut-être les plus forts, mais c'est d'autres animaux qui sont restés parce qu'ils se sont adaptés, d'adapter à ton client, d'adapter ton offre aussi. Tu sais, comme une madame que j'ai rencontrée, elle a pris un accompagnement personnalisé, je lui ai fait payer presque rien parce que je me disais, je veux l'aider cette personne-là. Elle veut comme cliente, je lui ai vraiment pas chargé cher parce que je me suis dit, puis en échange, par contre, je lui ai dit, tu vas me faire une vidéo. Où est-ce que tu vas parler, tu vas te donner ton... C'est ça que j'allais dire. J'espère que tu as au moins été chercher un petit plus. Puis tu sais, cette personne-là va peut-être t'amener 2 autres références dans la prochaine année que tu vas faire. Mon Dieu, c'est pour ça que j'ai fait ça. Parce que il faut écouter son instinct aussi. On les reconnaît, les personnes avec qui on a le goût de collaborer dans la vie. Ça se fait un peu naturellement. Là, ça, je suis pas ésotérique, mais je pense que
Je sais pas. Des fois, je pense qu'on se reconnaît. Tu sais, comme toi D'accord. et moi, on collabore bien ensemble. Tu sais, je te fais confiance, tu me fais confiance. Ça se fait naturellement. Fait que, tu sais, avec cette dame-là, il y a quelque chose en toi qui a résonné. Puis tu as dit, moi, j'ai vraiment le goût de l'aider. Puis un jour, J'ai tu pensé vas... à ma mère, il y a 10 ans. Ah, mais aussi, ça va te revenir d'une autre façon. Ouais. C'est sûr. Quand tu donnes, là, dans la vie, là, tu sais, tu finis par recevoir. Ouais. Ben, Comme toi, je suis pas ésotérique, mais je suis convaincu que quand tu fais les bonnes actions, éventuellement, ça finit à un moment par donné, payer dans le sens où sans le ça faire fait bien. pour ça, et Absolument. aussi je l'ai pas fait pour ça, mais Non, mais à un moment, il va arriver quelque chose dans la vie, à un moment donné, que tu vas dire, ah, c'était pour ça, cette femme-là, qu'elle a été mise sur mon chemin. Tu sais. Moi, il y a plein de relations d'affaires que je me dis, je comprends maintenant pourquoi j'ai voulu devenir proche de cette personne-là. Elle a quitté son emploi dans telle organisation. Maintenant, elle est rendue dans l'organisation ABC. Puis là, elle m'emmenait avec elle comme fournisseur. Wow, quelle marque de confiance incroyable. Ouais. D'ailleurs, en termes de tisser des liens en développement des affaires, tisser des liens avec l'humain qui est en poste et non pas l'organisation, tu sais. Mon client, c'est Simon, c'est pas Randstad. Fait que Simon, quand il va quitter Randstad pour s'en aller chez Compagnie ABC, il va m'amener avec lui comme fournisseur. Fait que là, après ça, c'est de me repositionner chez Randstad une fois qu'il est parti. Puis là, en plus, je viens de gagner un nouveau client. c'est clair. Fait que ça aussi, c'est une approche qu'à la base, quand on a débuté avec l'entreprise, ma mère était beaucoup axée sur l'organisation. Puis moi, avec les années, j'ai axé beaucoup plus sur la personne. Ce qui fait qu'elle m'amène partout après ça. Ça fait des petits. Ce serait quoi pour toi, justement, une des erreurs comme ça, top 1, top 2, peu importe, des erreurs à ne pas faire selon toi pour quelqu'un qui est entrepreneur puis qui veut se lancer, qui veut faire plus de ventes puis avoir un meilleur taux de succès? Ce serait quoi la chose ou les choses à ne pas faire? Ben, moi, je pense qu'à la base, quand tu es entrepreneur, tu as beaucoup de chapeaux. Tu fais absolument tout dans l'organisation, spécialement au début. Là, je ne sais pas si on parle plus start-up ou d'une organisation qui est établie. C'est très difficile d'avoir la bonne personne au développement des affaires. Puis c'est rarement l'entrepreneur lui-même qui peut porter ce chapeau-là exclusivement parce qu'il y en a beaucoup trop de chapeaux à porter. Il est plus opérationnel, il va être plus... Bon. Puis selon son talent naturel aussi. Fait que, tu sais, c'est pas une erreur, mais l'enjeu, moi, je pense que les entrepreneurs ont souvent, c'est de... Parce qu'à quelque part, l'organisation fonctionne en lien avec les contrats qu'elle a signés puis les ventes qui rentrent. Là, je veux dire, le reste n'existe pas sans ça. Fait que de mettre la bonne personne en poste au développement des affaires, aux ventes, de l'outiller, de l'accompagner, tu sais, parce qu'un vendeur, c'est comme un enfant, là. Ça a besoin de feedback, ça a besoin de reconnaissance, ça a besoin de suivi, etc., de bien l'accompagner, de bien l'entourer pour lui donner de la force, tu sais, se sentir en confiance. Puis après ça, d'identifier les bons objectifs, puis de le faire foncer, parce que souvent, on pense que les contrats vont rentrer un peu par pensée magique, mais il y a beaucoup d'efforts à faire, puis tu le sais, c'est très, très long. Parfois, un contact d'affaires ou quand on initie une relation, ça peut prendre des fois 6 mois, moi, avant que j'aille ma première job à imprimer que je facture, là. Des fois, c'est très, très long, la mise en place de la relation d'affaires. Fait que ça prend quelqu'un de dédié. Où je veux en venir, c'est que ça prend quelqu'un de dédié à la vente, au développement des affaires. Puis souvent, c'est un chapeau que l'entrepreneur porte au début, puis qu'éventuellement, ça vaut la peine d'investir là-dedans, comme d'investir dans le réseautage, puis dans toutes sortes de formes de publicité, de marketing. Puis c'est souvent ces affaires-là qu'on coupe en premier. Hein, tu es d'accord avec moi? Quand on veut couper les dépenses ou qu'on veut faire attention, on va couper dans la pub, mais en vérité, c'est là que ça réside. L'impression, la notoriété qu'on va aller chercher, puis le fait que les gens vont finir par penser à nous. C'est sûr que ça dépend de l'industrie, là. Si tu es très, très niché dans ce que tu fais ou si c'est... Moi, je suis chanceuse, je suis dans une industrie où tout le monde a besoin d'imprimer quelque chose à quelque part dans sa vie. Là, c'est quand même quelque chose qui rejoint beaucoup d'organisations. Mais une erreur... puis de mal définir les objectifs de vente aussi, là, puis d'initiative, justement. Qu'est-ce qu'on va faire cette année en planification stratégique pour aller rencontrer nos objectifs? C'est quoi les stratégies qu'on va adopter? C'est qui les parties prenantes? Qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine pour faire changement? De planifier les actions. Je pense que quand je dis pensée magique, c'est que souvent, ce que je vois, c'est comme, mais là, les contrats ne rentrent pas, les ventes diminuent. Ouais, mais qu'est-ce que vous avez fait pour... Là, on a coupé dans le marketing, on a moins de cash flow. OK. Tu sais, C'est une chaîne sans fin ouais. dans le marketing. Oui. Puis, une autre des erreurs, ou en tout cas, je ne veux pas dire erreur, mais des enjeux que je vois, c'est de mal se faire accompagner. Un entrepreneur, ça a besoin d'écoute, ça a besoin de support. Puis, je n'irais pas dans le coach d'affaires, là, j'irais plus dans le mentorat. Je trouve que c'est des rôles qui sont difficiles à vivre puis que souvent, ils se sentent seuls. Puis à qui tu peux en parler? Ta conjointe, ton conjoint, tes employés, tes directeurs, si tu es un petit peu de taille plus moyenne.
Mais d'avoir quelqu'un avec qui balancer les affaires, qui t'écoute sans jugement, qui a absolument aucun... qui n'est pas impliqué dans absolument rien qui touche l'entreprise. Là, lui, que tu réussisses pas, ça change absolument rien dans son portefeuille ou pour lui. Fait que d'avoir les bons professionnels autour de soi, que ce soit pour la santé mentale, que ce soit pour l'accompagnement, justement, marketing, vente, puis ça coûte cher, souvent ces professionnels-là. Donc, de bien choisir d'y aller graduellement, mais de se faire entourer, puis de prendre le temps d'avoir quelqu'un qui t'écoute, puis qui a de l'expérience, puis qui peut te guider sans te dire quoi faire. Là. Un mentor, ça te dira pas quoi faire, ça t'écrira pas un plan, mais il va t'écouter, puis il va t'expliquer un peu peut-être en storytelling qu'est-ce que lui a vécu à certains moments dans sa vie, parce que généralement, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, puis qui font ça de façon bénévole, parce qu'ils ont envie de redonner. Puis lui, il va peut-être des fois te faire prendre une décision par toi-même, mais tu vas te sentir plus fort. Ouais, tu vas te sentir plus fort dans ta prise de décision parce que tu as eu quelqu'un autour de toi. Fait que, en résumé, d'y aller d'avoir une personne puis un plan d'action dédié au développement des affaires puis la vente, puis de savoir bien se faire entourer par les bons professionnels au moment où la business, selon évidemment l'évolution, puis où est-ce que tu es rendu, puis de privilégier la santé mentale. Moi, j'ai beaucoup vu des crises de larmes, là, puis je sais plus qu'est-ce qu'on va faire. Je prends le téléphone dans la chambre de commerce, puis ça pleure au bout de la ligne là, parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Là. Puis là, je te parle d'entreprise du territoire ici. Il n'y a pas des gens qui sont loin de nous, qui ont des réalités différentes. Là. C'est arrivé vraiment souvent. Fait que de prendre soin de la santé mentale, je pense que ça, c'est un gros plus dans notre société aujourd'hui, qu'on en parle beaucoup, qu'on démystifie ça. C'est plus mal vu d'aller chercher de l'aide. Mais d'aller chercher de l'aide structurante, là, de quelqu'un qui peut t'accompagner concrètement dans ton milieu des affaires, puis qui n'est pas impliqué, qui est neutre. Là, on voit beaucoup de trucs sur le reprenariat, qu'il faut acheter des entreprises, etc. Que c'est facile, que ça prend pas de mise de fonds, que tu mets le gérant en place, tu lui donnes 10%, puis il va te gérer ça facilement. Puis où ça? Oui, on dit ça où? Tu vas regarder certains Mon Dieu! TikTok oui, c'est ça. Non, ben là, c'est ça. Là, c'est sûr que si tu regardes des TikTok sur le reprenariat, c'est peut-être pas à bonne place que tu t'informes non plus. Là. Encore une fois, pour le reprenariat, c'est l'accompagnement là-dedans. Puis faire un plan de relève pour une entreprise, il faut se prendre au moins 10 ans d'avance. OK. Ça prend au moins 10 ans pour faire un plan qui fait du sens. Quand si tu décides, par exemple, d'acheter l'entreprise de mes parents, ça se fait pas du jour au lendemain. Là. Il y a un accompagnement là-dedans qui se doit se faire. Les banques et puis les institutions financières, en général, ont des espèces de programmes à l'interne où ils vont accompagner dans toutes sortes de sphères, que ce soit pour le patrimoine, que ce soit pour l'aide psychologique, que ce soit pour la médiation. Il y a toutes sortes de volets là-dedans qui sont nécessaires pour arriver à une transaction saine, qui va bien puis qui aboutit, parce qu'il y en a plein de transactions qui vont pas jusqu'au bout. Ben oui. Parce que les gens ont été mal accompagnés, puis en bout de ligne, on n'y arrive pas parce qu'il y a un conflit, ça se passe pas comme on veut. Puis souvent, reprenariat rime aussi avec entreprise familiale. Là. Souvent, c'est les enfants ou dans la famille qui veut reprendre, c'est encore plus tricky, dangereux. C'est encore plus important d'avoir un accompagnement neutre qui va venir... C'est la famille là-dedans, là. Ah, c'est encore plus important, mais ça l'est aussi, même si c'est des étrangers. Juste pour bien gérer la transaction, gérer les attentes, puis je parle pas d'accompagnement nécessairement juste psychologique. Là, il y a plein de choses là-dedans. Ça peut être un avocat, chacun a son avocat, chacun a son fiscaliste, chacun a blabla. Puis oui, ça coûte des sous. C'est un investissement que tu fais pour éventuellement devenir entrepreneur. Puis il y a quelque chose de cool d'avoir, de reprendre une entreprise qui fonctionne déjà, parce qu'à quelque part, ton risque est plus limité que de partir à zéro. Mais tu payes pour ça. Voilà. Mais il y a donc, c'est à voir quel genre de risque tu es capable de prendre. Au niveau de l'intégration aussi avec les employés, s'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de plan d'action de mise en place. Bonjour tout le monde. Demain matin, c'est Simon qui rentre en poste. C'est son entreprise maintenant. Moi, je m'en vais à la retraite. Ça peut créer toutes sortes de problématiques que les bons professionnels vont venir limiter les dommages. Je dis pas que c'est tout le temps parfait, là, mais je veux dire, pour se donner toutes les chances que le reprenariat se passe dans les meilleures conditions, encore une fois, ça passe par l'accompagnement. Tu sais, dans la vie, là, chacun a son métier. Puis tu sais, les entrepreneurs sont souvent des gens qui sont têtus, qui sont upfront, qui vont dire non, moi, je suis capable tout seul, puis je vais le faire. Mais d'aller chercher de l'aide, je pense que c'est la plus belle qualité qu'un entrepreneur peut développer. Ah non, t'as raison. Puis c'est pour ça, quand je vois des trucs sur le reprenariat ou quoi, je me dis, tu sais, de dire, pas besoin de mise de fonds, pas besoin d'argent, puis tu fais 50 000 par mois ou 30 000 par mois, je suis comme, guys. C'est un peu comme dans mon domaine avec l'investissement boursier. Investir en bourse, puis dans 2 ans, t'es millionnaire.
tu peux être millionnaire dans 2 ans si tu mets un Ouais. 500 000 de cash au début, mais sinon... Non, mais ces pensées magiques-là, tu sais, c'est pas Donc, possible. il est facile, on le voit beaucoup avec Ben oui. l'entrepreneuriat, que c'est facile, puis tu sais, c'est un peu une mode, tu sais, comme l'immobilier. Ça a été c'est une grande mode de t'achètes ton duplex, tu sais, avec les Corey Albert de ce monde, t'achètes, tu refinances, puis du jour au lendemain, t'as 80 portes, puis tu pèses 10 millions, c'est comme... Mais c'est de très longue haleine aussi. Tu sais, les gens de nos jours, ils veulent beaucoup que les choses arrivent rapidement. Je pense que développer sa patience, puis de travailler fort, tu sais, ça risque encore une fois au niveau du choc de génération. Ce qu'on observe, c'est qu'on veut tout rapidement. On veut des résultats vite, sans y mettre les efforts que peut-être moi j'ai vu mes parents mettre, disons, là, tu sais, partir en pleine nuit sur des hoquets de presse, ils ont travaillé comme des fous à faire des livraisons eux autres mêmes pour sauver 25 $. Je veux dire, il n'y a rien qu'on n'a pas fait, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est ça. Fait que de voir sur TikTok des jeunes de 25 ans dire des affaires de même, c'est sûr que c'est très drôle, là, mais en tout cas, tu sais, c'est... Pourquoi pas, là, tu sais, essayez-le si ça vous tente. Moi, j'ai pas vu d'histoires comme ça qui ont été si faciles que ça. Puis encore une fois, je pense que ça passe par l'accompagnement avec les bons professionnels. Puis ben, ça coûte cher, ça. Après, c'est beaucoup d'histoires déformées. Ouais. Quelqu'un que je connaissais qui disait qu'il y avait des entreprises de distribution alimentaire. Mm-hmm. En fait, il y avait quelques machines distributrices. Donc, tu comprends ce que je veux dire? On peut pas dire que c'est un mensonge, mais c'est enrobé, là. c'est très enrobé. Ouais, ouais. Après, une autre personne qui disait qu'il faisait, c'était quoi, de la location de véhicules, puis il avait mis sur Kijiji une vente de la trottinette électrique. C'est ça. Donc, tu sais, c'est facile à dire. Ben, d'où l'importance d'avoir des gens qui vont venir comme faire un background check d'absolument tous les aspects. Ah oui. Tu sais, si t'as pas des professionnels qui lisent toutes les petites lignes des contrats puis qui valident absolument tout, comment tu peux être sûr de la transaction que tu es en train de mettre à terme, là? Tu sais, c'est parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui embellissent. Qui embellissent la situation. Oui. Toi, on est en 2025, mais tu es une femme. Est-ce que tu penses que c'est plus difficile maintenant pour les femmes d'être en business? Tu sais, moi, j'ai 2 petites filles, donc je trouve ça intéressant de parler de femmes. Je vois beaucoup de femmes qui offrent du coaching exclusivement pour femmes. J'ai toujours un petit malaise avec ça. Je me dis, sont-tu si différentes? En même temps, j'en suis pas une, donc qui suis-je pour juger? Comment tu vois ton rôle de femme à la chambre de commerce et tout, ou là, en développement des affaires, dans la vie de tous les jours maintenant? Est-ce que tu trouves ça difficile? Difficile. Je pense que moi, ce que je remarque depuis une vingtaine, moi, c'est quand même une vingtaine d'années que je suis sur le marché du travail. Je trouve que le respect a quand même beaucoup évolué, là. Entre collègues ou entre relations d'affaires, le genre de petits commentaires déplaisants, ça arrive vraiment à plus, ça. Honnêtement, je trouve que les hommes ont comme repris conscience que ça se fait plus puis qu'ils pourraient perdre beaucoup à faire ce genre d'affaires-là. Ça, je trouve que il y a vraiment c'est marqué. Être une femme en affaires, c'est sûr qu'il faut tu sais, quand tu y penses, là, jusqu'à 1962, une femme ne pouvait pas avoir un compte bancaire seule. Ah ouais, OK. Puis dans les années 80... Au Oui, au Québec. L'année de naissance de ma mère. Je veux dire, on ne parle pas des années 20, là. Ou être entrepreneur, une femme ne pouvait pas avoir son entreprise puis avoir un prêt sans que son mari signe. Je pense que ça a été élevé dans les années 80. Je veux dire, c'est pas loin. Hein? C'est pas loin. C'est les années 80, c'est mes années de naissance. Fait que c'était hier. Donc, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a. Puis, c'est sûr que, tu sais, on parle beaucoup de charge mentale. Puis, ça, moi, ce que j'entends, c'est que les femmes, puis l'admiration que j'ai pour les femmes qui travaillent, puis je le vis moi-même, là, étant en plus monoparentale avec 2 ados depuis plusieurs années. C'était un défi constant. Je pense qu'il faut travailler plus fort. Mais ce que j'apprécie, c'est que là, on dirait qu'il y a une espèce de forme d'acceptation au niveau de l'équilibre qui revient ou qui émerge. Puis ça, je l'apprécie beaucoup. Tu sais, on dirait qu'on est moins choqué par ben là, elle s'en va en congé de maternité. Ah ben là, son fils est malade aujourd'hui, il faut qu'elle quitte plus tôt. Je trouve que la réaction des gens est plus douce que ce que moi j'ai connu dans le passé où là, on sait bien, tu sais, son bébé est encore malade, on sait bien. Tu sais, je trouve qu'il y a quand même l'amélioration, mais il y a quand même beaucoup de choses à porter. Voir que tu es contente que ton bébé soit malade, tu restes à la maison, tu sais. Non, mais tu sais, le jugement, je sais pas, tu sais, je trouve que moi, en tout cas, je me sens bien moins mal qu'avant. Je sais pas si c'est parce que j'ai vieilli puis je me sens plus assumée et confiante dans mon rôle, mais c'est sûr que les femmes, il y a beaucoup de travail à faire encore, là. Ça, c'est sûr, l'écart est là, clairement. Il y a beaucoup de travail à faire. Puis, tu sais, moi, ce que je vois dans les médias beaucoup, puis je trouve ça troublant, là, ce qui se passe en ce moment. Là, ça reste qu'on a l'impression de vivre une forme de recul sur certaines affaires. Puis, voyons, c'était acquis, ça, c'était réglé. On n'en parle plus, là, tu sais, je veux dire. Puis là, on revient sur des affaires, c'est inquiétant. Moi aussi, j'ai une fille.
qui est adolescente en ce moment, qui entend toutes sortes de choses. C'est un défi constant. Mais pour la femme en affaires, c'est ça, je trouve qu'il y a un petit respect qui est revenu, que ça, je trouve ça super. Moi, je l'apprécie beaucoup. Puis, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai eu un passage aussi d'à peu près 7 mois au réseau des femmes d'affaires du Québec. Donc, c'est une forme de chambre de commerce version exclusivement femmes à l'échelle de la province. Tu sais, les chambres de commerce, c'est vraiment un territoire donné, là, la Rive-Sud, Laval, Montréal, etc. Le réseau des femmes couvre le Québec en entier. Puis, tu sais, des histoires à succès de femmes entrepreneurs, il n'y en a pas tant que ça. Parce que la vérité, c'est que c'est difficile. C'est très difficile. Les femmes vont beaucoup être dans des entreprises de services de petite taille où ils vont être travailleurs autonomes. Puis les femmes ont le syndrome de l'imposteur tout le temps. Fait que pourquoi il y a des coachs dédiés juste pour les femmes? Peut-être parce que là, cette coach-là, elle se dit, moi, je veux en faire sortir plus d'une de leur coquille, tu sais, parce que c'est à chaque fois qu'on demande à une femme de déposer une candidature pour un concours ou qu'on l'approche pour venir en conférence, ah, ben voyons, pourquoi moi, je sais pas... Tu sais, on dirait qu'il y a encore cette notion-là au fond de nous de syndrome de l'imposteur que peut-être les hommes ont moins, tu sais. Il y a une fille, j'écoutais son podcast actuellement. Je peux te retrouver le nom, elle vit pas ici. Elle s'appelle... Les femmes... Pas maintenant. Nous accueillons Margot Cunego, elle s'appelle. Mon Dieu. Et elle offre de la formation pour les femmes en France et à Dubaï. Et c'est ce qu'elle disait. Elle dit un homme qui va dire, moi, mon but, là, c'est d'avoir un entrepreneur, je veux faire 1 million, puis tu sais, je vais être millionnaire, etc. C'est correct, c'est normal. Une femme qui va dire, bah, moi, je vais être millionnaire, ça va être, voyons, c'est quoi cette lubie? Ouais. Puis là, ben, ça veut dire que tu vas sacrifier ta famille? T'es pas assez là pour tes enfants? Elle offre juste de la formation pour les femmes. Et j'ai pas fini le podcast, mais c'est ce qu'elle disait, qu'elle trouvait ça tough, que les jugements, en fait, que une femme va dire une chose versus un homme, ça va être complètement... Double standard. Double standard, très, très présent encore. Il y a effectivement un gros écart, puis encore à travailler clairement, puis on le voit dans plein d'affaires, là. Mais tu sais, je pense que ça passe beaucoup par la charge mentale, puis tu sais... moi, la pandémie, ça m'a permis de rééquilibrer certaines affaires, là, justement, dans mon rôle. Le télétravail a quand même été, pour moi, salvateur, là, tu sais, avec les petits, là, d'être capable d'adapter un horaire en fonction d'eux. Mais oui, clairement qu'il y a beaucoup de travail à faire encore. Moi, tous les projets qui ont les femmes au cœur de leurs initiatives sont importants pour moi. J'étais dernièrement ambassadrice pour le déjeuner au féminin de la Chambre de commerce. Il y a des... Tu sais, c'est encore nécessaire. Ouais, malheureusement. Puis, ben, oui, malheureusement. Puis, tu sais, c'est très important de valoriser les femmes en affaires puis de leur donner les outils qu'ils ont besoin pour évoluer parce qu'à quelque part, parfois, on se sent comme illégitime. On a l'impression qu'on n'a pas le droit d'être là. Oui, ce qui me fait capoter, c'est que les hommes qui ont ces discours-là, ils ont une mère, ils ont souvent une sœur, des tantes, des cousines, des petites filles. Des filles, oui, carrément. Comment tu peux... C'est une bonne question. Je l'ai pas, cette réponse-là. Puis effectivement, puis si toi, tu l'as pas non plus, tu sais, puis c'est des années de réflexion, puis d'essayer de comprendre le principe derrière ça. Puis dernièrement, j'ai vu un post justement d'une artiste qui disait « On aimerait ça que les hommes soient aussi fâchés que nous. » C'est qu'en fait, si on était backés par les hommes qui disent « Ben effectivement, ils ont le droit, puis que c'est ça, cette affaire-là, ben tu sais, peut-être que ça nous donnerait plus de pouvoir. » De ne pas avoir à... Excuse-moi. Non, vas-y. Je disais, des fois, j'ai peur que ma fille vieillisse puis qu'elle soit en couple et tout. Ça me fait peur de comment elle peut se faire traiter par certains. Ah, ben ça, mon Dieu Seigneur, effectivement. Ayant une fille, moi aussi, je me pose la question tous les jours. Tu sais, c'est le monde d'aujourd'hui. Je sais pas si c'est parce qu'on est plus au courant, parce que l'information circule plus. Je sais pas pourquoi aussi. Tu sais, on a l'impression qu'il y a plus d'histoires problématiques de violence ou d'enjeux par rapport aux relations hommes-femmes. Mais tu sais, il y en avait aussi avant, mais pourquoi? Je sais pas, on dirait qu'il y a il y en a beaucoup. Puis effectivement, moi, je me dis tout le temps, comment je vais faire pour lui donner les bons outils pour qu'elle se sente assez forte pour résister à toutes sortes de situations qui vont se produire. Parce que, tu sais, s'entrer là-dedans, effectivement, en tant que femme, moi, je peux t'en compter des vertes puis des pommures pendant longtemps, là, de tout ce qui a pu arriver, tu sais, au secondaire, dans le milieu du travail. Tu sais, je veux dire, il y en arrive encore à tous les jours, mais j'ai toujours été capable de le gérer. J'ai toujours eu cette force-là. Puis moi, je suis pas une personne influençable. Fait que, tu sais, peu importe ce que tu essaies de me dire ou de me faire faire ou de me faire croire. Je pense que la plus grande force, je le disais au podcast avec Zach, qui a 17 ans, je disais que la plus grande force pour une personne plus jeune dans sa vie, c'est de ne pas être influençable. Ça va pas te toucher
que la personne t'incite à prendre telle drogue ou fumer tel truc ou boire tel truc ou faire telle chose, tu le feras pas, t'en as rien à foutre. Ben, tu sais, oui, effectivement. Moi, je me considérais pas comme une personne influençable. À certains égards, oui, bien sûr. Là, Oui. tu sais, ça aide dans l'absolu. Mais, puis d'écouter, moi, j'ai toujours écouté ma petite voix. Il y a toujours quelque chose qui me dit non, non, non. Lui, non. Ça, non. On fait pas ça. Puis, il faut dire que j'ai eu des parents extraordinaires qui m'ont inculqué des valeurs. Puis, leur demande n'était pas compliquée, mes parents, là. Tu sais, c'était très, très, très simple. On veut pas de tatouage, on veut pas de drogue, puis on veut pas de niaiserie. On va tout te donner, on va payer tes études, on va toujours te supporter. Puis on te demande pas grand-chose. Là. Fait que pour moi, c'était tellement simple que, tu sais, c'était facile de dire non aux affaires qui entraient en conflit avec ça parce que leur demande était ultra claire. Fait que je pense que mes valeurs sont extrêmement fortes. Puis je pense que c'est d'inculquer ça. Puis en lien avec le marché du travail, c'est un peu la même chose. Sois forte, écoute ta petite voix. Si tu vois des situations qui sont problématiques, adresse-les. Parce que même en 2025, il y a des gestionnaires toxiques où il arrive toutes sortes de situations à l'intérieur des organisations qui doivent être adressées. On rencontre des pervers narcissiques à l'occasion, on rencontre toutes sortes de gens qui sont problématiques, de savoir reconnaître les comportements qui sont pas acceptables, autant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle, puis dénoncer au besoin ou prendre les actions pour se sortir de ces situations-là. Puis ça vaut dans les deux volets. Fait que tu me demandes, une femme en affaires, comment ça évolue aujourd'hui? Je pense que c'est ça. C'est de rester très, très sur ses gardes, malheureusement encore. Mais je vois quand même une amélioration, moi, de mon côté, qui m'encourage. J'espère que mes filles pourront me le dire, tu sais, qu'elles n'auront pas peur de me dire il se passe ça ou il se passe ça. Le dialogue, l'ouverture. Mais tu sais, on a la chance de vivre dans une époque où, puis moi, je me considère comme une personne ouverte aussi, là. Je me souhaite qu'effectivement mes enfants soient capables de me parler en cas de problématiques, des choses qu'ils vivent. Puis, tu sais, moi, je leur dis souvent, c'est en étant gentil avec les gens que tu obtiens ce que tu veux dans la vie. C'est en étant aimable, en étant ouvert. Je sais pas. Mais ça veut pas dire que ça s'applique à tout le monde non plus. J'ai l'impression, je disais ça, je vis des choses actuellement, mais j'ai l'impression que c'est toujours les connards, excusez-moi l'expression, et les méchants qui s'en sortent. Ça finit toujours par les rattraper. Remarque là, dans ta vie personnelle ou professionnelle, tu sais, j'avais la discussion justement avec un ami la semaine dernière pour la même affaire. Je dis, vois-tu, qu'est-ce que je te disais? Ça se pouvait pas que cette personne-là s'en sorte tout le temps. Ça a duré des années, oui. Ouais. Oui, absolument. Mais là, regarde qu'est-ce qui y arrive. Tu sais, je veux dire, les bonnes personnes finissent toujours par... il faut qu'on croie à ça, là, sinon ça finira plus. Là. Faut qu'on... Super. Ben oui. Je te pose quelques questions en rafale. Ton meilleur livre sur la vente ou le développement des affaires? Mais moi, mes meilleures lectures qui m'ont aidé dans des travails, c'est même pas sur le développement des affaires, c'est les livres de Sonia Lupien sur l'anxiété puis le stress. Okay. Tu sais, moi, je suis une personne qui a un tempérament d'insécure. Là, je me pose beaucoup de questions. Puis, ces livres à elle m'ont permis de relativiser sur les situations qui se présentaient à moi. Quand je paniquais, ou pourquoi ça arrive comme ça, ou des fois d'être en colère contre un client, un fournisseur. Qu'est-ce qui arrive, là? C'est quoi la vraie raison? Pourquoi ça te crée un stress aussi fort? C'est-tu nécessaire? Puis comment tu peux le gérer? Pour les initiés, Sonia, elle parle de mammouth dans ses livres. Là. Puis quand tu comprends ça, puis tu as cette image-là dans ta tête, mon Dieu, tu deviens meilleur gestionnaire de tes émotions ensuite de ça. Les éclats d'émotions ou les éclats de stress. Tu sais, le stress là, qui te... moi, avant, là, c'était vraiment quelque chose qui m'envahissait puis qui me rendait non fonctionnel dans une situation de rush. Un client m'appelle, j'ai besoin de ça pour demain. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Là, je suis plus capable de gérer mes émotions. Fait que je pense que toutes les lectures, quand on apprend à se connaître soi-même, qu'on identifie des faiblesses qu'on a puis qu'on est capable d'en travailler quelques-unes, moi, je trouve que c'est ça les meilleures lectures. Tu sais, je suis pas je sais même pas si j'ai déjà lu un livre sur la vente. Okay. C'est quoi, j'ai même pas eu besoin parce que ma mère m'a enseigné puis je l'ai vu faire pendant 20 ans. J'ai eu toute l'essence du message. Absolument. Puis après ça, je suis allée me cogner le nez dans d'autres organisations, toute seule comme une grande fille, avec ces bases-là. Puis ça a fonctionné. Fait que, tu sais, je pense que ma recette, ça va, mais c'est de développer Marie-Christine, la personne, mes forces et mes faiblesses. Puis ça m'aide à être meilleure dans mon rôle, dans le travail. Mais, tu sais, les conseils purement stratégiques, je les ai déjà eus. Je suis capable de les appliquer. Là, il faut juste que je m'améliore en tant que personne. T'sais. Fait que, les livres de Sonia Lupien, je sais pas si tu connais, mais... Ouais. Non, mais j'ai entendu son nom. Oui, c'est une personne connue, oui. Meilleur moment de ta carrière? De ma carrière en termes de vente ou de... mon Dieu, ça, il y a tellement de choses extraordinaires que je vis au quotidien. Tu sais, dernièrement, je suis allée visiter un client à la maison Victor Gadebois, soins palliatifs à Saint-Mathieu-de-Belleuil, que tu connais peut-être, là, c'est dans notre coin. Elle
aller visiter des clients comme ça qui ont des besoins où j'apporte une solution pour les aider à faire rayonner la maison, pour aller chercher les sous, pour pouvoir aider les gens. J'ai été là peut-être 3 heures de temps, j'ai fait le tour de la résidence, ils m'ont tout expliqué. Ces gens-là côtoient la mort à tous les jours. Je suis sortie de là absolument transformée, je me sentais... on dirait que ça m'a remis en... Pas que je l'avais oublié, mais ça m'a remontré pourquoi je suis dans le milieu des affaires, puis qu'est-ce que je veux faire, quel genre de client je veux, puis qui je veux aider. Puis genre eux autres. Là. Je suis vraiment sortie de là en me disant, mon Dieu, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Je veux les aider. Je sais que je peux apporter des solutions. Là, il y avait comme des bloquants de leur côté. Puis ils ont besoin d'outils, ça presse, parce que, bon, c'est ça, il y a des événements qui s'en viennent, puis le rôle, c'est d'aller chercher des donations, tout ça. Fait que ça a été une très belle rencontre dernièrement qui m'a vraiment nourrie puis qui m'a donné une heure d'aller pour la suite des choses. Puis je dirais aussi mon élection sur le conseil d'administration de la Chambre de commerce de la Rive-Sud. Très, très belle marque de confiance des membres parce que c'était sous forme d'élection. Là, il faut être élu pour... c'est un long processus d'entrevue de comité, bon, etc., etc. Puis d'avoir été élu parmi d'autres professionnels qui sont, selon moi, puis là, tu vas dire que j'ai le syndrome de l'imposteur, mais selon moi, 1000 fois plus haute que moi, j'ai fait comme « wow ». Ça m'a donné une grosse tape dans le dos aussi. Ça a été un moment, une victoire personnelle et professionnelle qui a une grande valeur. Merci. Et ton pire moment de ta carrière? S'il y en a eu, je suppose que oui. Oui, pire moment. Même mon départ, tu sais, n'avait pas été mon pire moment, mon Dieu. Ah ben, mais c'est plus sur une note personnelle, mais tu sais, on a, à la chambre, on a une collègue qui a subi un féminicide. On était une équipe de 7 filles, puis du jour au lendemain, on la cherchait, et puis là, puis on s'est rendu compte que son ex-conjoint l'avait tuée. Ah oui. Ça a été un été. Puis tu sais, il faut que tu continues à travailler autour de ça. Là, dans ce qu'on est une équipe de travail, on a des projets à porter. Oui, puis on est une équipe de 7 filles. Là, je veux dire, c'est une petite équipe, on se parle à tous les jours, on travaille dans étroite collaboration. Puis ça, cette situation-là, ça a vraiment... ça nous a, en tant qu'équipe, changé à tout jamais. Puis j'ai dîné avec une collègue de cette époque-là hier, puis on se disait ça. Plus jamais dans notre vie, on va penser à la chambre sans penser à Lisette ou sans avoir cette réflexion-là de... Puis je fais le lien avec ce qu'on disait tantôt par rapport à la violence ou des fois ce que les femmes peuvent vivre. C'est encore présent aujourd'hui. Oui. Tu sais, aux premières lignes, là, ce que je te raconte, ça fait 3 ans de ça. Là, c'est pas... cette année-là, c'était le 12e féminicide dans cette année-là, puis on était au mois de juin, pardon. Fait que, tu sais, ça a été une grosse crise personnelle et professionnelle, parce que là, il fallait quand même porter l'organisation à travers tout ça. Puis, tout en vivant un deuil, puis, puis là, reprendre les projets. Puis, en tout cas, ça a été vraiment... Ça a été le pire moment de ma carrière, parce que moi, pour ma part, il a fallu que je reprenne des projets qu'elle devait livrer. Fait que, tu sais, c'était son bébé, là. Fallait que je... Ah, mon Dieu, c'était... Ouais. Fait que ça a été un moment marquant. Très difficile dans ma carrière. Ouais. Puis là, tu les as probablement pas lus parce que je les ai rachetés tantôt, mais j'ai des... Non, mais c'est facile. C'est des X ou Y. Est-ce que tu préfères avoir une conversation profonde avec Elon Musk ou Barack Obama? Ben, Elon Musk, je voudrais vraiment comprendre quel bébé c'est ce monsieur-là. Là. Bonne question, dur à dire. Je sais même pas si je saurais par où commencer. Tu sais, tu l'assois devant moi, je sais même pas par où je commencerais, là. Mais essayer de comprendre, parce que ça reste que c'est un entrepreneur, ce mec-là. Avec beaucoup de succès, c'est ça, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens parlent de Tesla, mais ils ont oublié, il y a eu PayPal. Il y a mille choses, absolument. Il y a eu le premier jeu vidéo qui a vendu, je pense, à l'époque. Cet homme-là est un visionnaire, là, tu sais, et visionnaire et intégrateur en même temps, ce qui est plutôt rare, là, chez un entrepreneur d'avoir les deux. Souvent, c'est un ou l'autre. Puis, c'est quoi qui s'est passé, c'est ça? Fait que, bonne question. Je dirais, Elon, juste pour faire comme mes questions. J'ai pas dit qui tu préfères. Ouais, non, effectivement. Perdre tout ton argent ou toutes tes photos? Il faut que je choisisse entre les deux. Ouais, c'est soit tu perds tout ton argent, soit tu perds toutes tes photos. Ben là, l'argent, j'en ai besoin pour mes enfants. Je dirais que je pourrais perdre mes photos. J'en reprendrai d'autres, on se refera d'autres souvenirs. OK. Ouais. Voyager partout sans avoir de chez toi ou rester chez toi pour toujours, mais avoir un vrai chez toi? Rester chez moi. Je suis une personne plutôt casanière. Ouais. Passer 1 an sans téléphone ou 1 an sans voiture? Ah, mon Dieu, c'est une question impossible, ça. Ouais. Moi, ce serait sans voiture. Mais c'est parce que les deux sont mes outils de travail principaux. Si j'ai pas un ou l'autre, je ne peux pas travailler. Tu prends un taxi. Moi, je pourrais pas sans téléphone. Ben, absolument. Je joue OK, téléphone. J'étais avec toi, je pourrais me débrouiller autrement. Ouais. Effectivement.
Parce que tu peux Parce prendre... qu'il existe d'autres. Si le REM peut finir par marcher comme du monde, là, tu sais, ça peut, parce qu'il y a d'autres solutions, mais étant une genre de rep sur la route, C'est sûr, c'est pas facile. ouais, j'aurais pas de fun. Être la plus intelligente dans une pièce ou la plus drôle? La plus drôle. Ok, c'est bien, j'aime ça. Moi aussi, j'aurais été ça. Ouais, j'étais une jaune, moi. Moi, il faut que j'aille du fun. Si j'ai pas de fun, oublie ça. Je suis pas là. Attends, j'en avais d'autres que je voulais te poser. Mais c'est ça, je pense que je les ai mis là, au bout de l'autre. Idéalement, si t'es capable d'être intelligente et drôle, c'est encore mieux. Mais parce que à la base, pour être drôle, il faut que tu sois intelligent. Tu sais, Et effectivement. ça vient avec. Effectivement. Après, c'était surcoté ou sous-coté. Donc, est-ce que c'est surcoté ou c'est sous-coté? Par exemple, est-ce que tu trouves qu'investir en immobilier, c'est surcoté ou sous-coté? Non, je pense que c'est tout à fait. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi. Absolument. Moi, je trouve que c'était. Tu sais, l'espèce de combat entre est-ce qu'on loue ou on achète, là, moi, pour moi, ça. Moi, si je n'avais pas acheté ma première maison à 20 ans, j'aurais pas tout ce que j'ai aujourd'hui, là. Ah, nous aussi, on a acheté jeune, on l'a payé en accéléré, ça nous a permis de... Et tout ce que j'ai, c'est grâce à ça. Fait que d'être propriétaire. Oui, c'est des dépenses, oui, c'est de la gestion, mais je veux dire, je viens de vendre mon condo, là, ça m'a permis d'acheter une belle maison pour moi et mes enfants parce que j'ai réussi à faire de l'argent au fil des années. Non, clairement, oui. L'immobilier, c'est oui. Les voitures électriques, surcoté ou sous-coté? Qui est savoir de ça? Aucun intérêt. Je suis pas prête à ça. Non, rien à savoir. Je trouve que, puis, avec tout ce qu'on entend, là, tu sais, puis là, je parle pas d'Elon Musk puis de Tesla, mais je veux dire, tu sais, l'autonomie, la batterie, c'est compliqué, tu sais, je reviens là-dessus, mais je suis une représentante sur la route. Comme j'ai des amis agents immobiliers, justement, courtiers, qui avaient des voitures électriques, qui sont revenus avec des voitures hybrides ou à essence parce qu'ils peuvent pas se permettre d'être sur la route en hiver, aller visiter des clients, faire des visites, puis tout le temps avoir la batterie qui fait des free games. Fait que moi, je suis vraiment pas prête à l'électrique. Je suis vraiment pas là. J'ai aucune envie d'avoir une voiture électrique. Non plus, je sais pas. OK, bon, ben tant mieux. Je pensais que tu allais dire, ben voyons, non. Non, Parce que c'est un combat, c'est un débat. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a au 98.5, la fois passée, avec quelqu'un qui prônait les véhicules électriques, etc. Puis j'étais quand même, c'est intéressant. Finalement, le gars, il est dans les lobbies de véhicules électriques. Donc là, j'étais comme, ben là. On peut-tu avoir quelqu'un d'une vraie neutre? Ben oui. Parce qu'il y a des problèmes avec l'électrique, on s'entend. Il y a aussi des problèmes avec l'écologie, l'essence, mais on peut-tu avoir, pas forcément que ce soit noir ou blanc. Mais ça sera pas. Moi, je pense qu'encore une fois, c'est une question de c'est quoi tes besoins à toi. Tu sais, moi, je peux pas me le permettre parce que, comme je te dis, je suis une personne insécure. Je peux pas rajouter ça dans mes affaires à penser. Puis, je fais trop de route. Charger pendant 2 heures sur le côté de la route. Tu sais, demain matin, je m'en vais à Laval. Après ça, je dois aller à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Après ça, je vais aller. Puis là, je sais pas, mettons qu'on est en plein hiver, va-tu faire froid, va-tu faire chaud, faut-tu aller chercher les enfants? Je peux pas rajouter ça à ma charge. Je trouve que ça vaut la peine de laisser la technologie évoluer encore quelques années avant d'arriver là. Ouais, je suis d'accord. Par contre, l'hybride, je trouve que c'est un beau compromis. Ouais, c'est vrai. Intelligence artificielle, surcoté ou sous-coté? Ben moi, je commence à l'utiliser de plus en plus. Je déteste pas. Je trouve que c'est très... ça sauve du temps vraiment beaucoup. J'ai peur que ça dénature des choses parfois. Parce que, moi, cette année. C'est ça. Fait que si je fais écrire un texte par ça, ben c'est pas moi qui l'ai écrit. Ça paraît. Ouais, bien sûr. Fait que souvent, je le reprends, je garde la structure, mais j'essaie de gosser pour que si tu le lis, tu dis, OK, c'est Marie qui jase, là, c'est pas. Mais c'est ça. Fait que j'ai peur que ça dénature beaucoup les choses puis que ça devienne tout du bruit un peu froid et aigri. Ouais, je suis d'accord. Puis, tu sais, maintenant, moi, je le vois, ça fait depuis... Dans le fond, dès que c'est sorti en 2022, j'ai commencé à l'utiliser. Je paye maintenant pour ChatGPT. J'utilise DeepSeek, j'utilise Perplexity, tu sais, j'utilise plein de trucs de AI. Perplexity, dans le fond, c'est un peu comme ChatGPT, c'est juste qu'il va te chercher des sources, tout simplement. OK. Puis il te refait aussi un peu comme ChatGPT. DeepSeek, c'est des trucs chinois qui est sorti. Ben moi, c'est beaucoup pour de la rédaction quand je manque de temps. Là, ça m'en sers, là. Moi, je fais beaucoup de corrections de courriels, traduction de mes courriels, des idées des fois de thèmes, des trucs comme ça, rédiger une landing page, sors-moi les grandes lignes, des hooks, du click, de call to action, etc. Mais quand je vois des gens qui rédigent leur post LinkedIn, peu importe avec ça, puis que tu le vois, que c'est écrit gros comme une maison, là, avec les crochets, puis je suis comme, on le sait que c'est ChatGPT, c'est pas... Mais moi, je fais ça un peu, là. Moi, je fais ça un peu, puis là, je réalise que ça me dénature. Fait que fait que, avec parcimonie, je pense que c'est utile, je pense que c'est une belle technologie, il faut juste l'utiliser avec son jugement, puis garder sa couleur à travers. Ouais, voilà, c'est ça. En vente, développer sa marque, tu sais, c'est très important. Fait que, tu sais, moi, j'écris des newsletters, des infolettres. J'utilise ChatGPT pour corriger. Ouais. Bon. Mais c'est moi qui écris au complet, là. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on les voit, les posts, les choses, effectivement. Ce ne serait pas moi qui écris, je ne pourrais pas me relire, j'aimerais pas l'envoyer. L'entrepreneuriat surcoté ou sous-coté? C'est pas facile, ça.
Ben, tu sais, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Là, je reviens avec mon accompagnement. Un entrepreneur qui a envie de se faire bien accompagner va réussir. Fait que, mais faut que ça soit bien fait. Ouais, puis je pense qu'il faut, un peu comme la vente, tu l'as ou tu l'as pas, tu sais. Je pense qu'en Ben, l'entrepreneuriat, je pense que si tu t'entoures des bonnes personnes, tu vas l'avoir. Tu sais, mes parents, à la base, c'était pas ça leur objectif dans la vie d'avoir une business. Là. Ils en sont arrivés là parce qu'en travaillant pour des organisations, ça allait moins bien. Puis à un moment donné, ils se sont dit, hey, on est capable, on va essayer, on va se partir comme courtier. Ça a commencé très graduellement. Puis la raison pour laquelle mes parents ont réussi en affaires, c'est qu'ils ont été chercher des personnes complémentaires à ce qu'ils n'avaient pas. Ma mère est excellente pour reconnaître ses faiblesses. Je suis pas bonne pour faire telle affaire, j'ai besoin d'une personne, une exécutante de type machin chouette, etc. Elle s'est entourée des bonnes personnes. Ça, c'est important. Puis c'est pour ça qu'elle a eu du succès. Parce qu'elle pouvait se concentrer sur ce qu'elle était bonne. Fait qu'un entrepreneur qui veut tout faire, qui se garoche d'un bord puis de l'autre, puis qui pense que la recette magique, puis qui n'a pas besoin de personne. Fait que les bonnes personnes, un bon accompagnement, je pense que ça, un talent de vente, je pense que oui, c'est inné, ça se développe, mais il faut que tu l'ailles à la base. Entrepreneur, je pense que tout le monde pourrait y réussir jusqu'à une certaine forme. Il faut que tu aies quand même une forme de courage, là. Mais bien accompagné avec les bonnes personnes, je pense que oui. Ouais, un auto, pas auto, mais genre solopreneur là, qui fait tout seul. Ça, par contre, c'est... Ben, éventuellement, ça, c'est plus difficile. Mais t'as plus de croissance aussi. Si tu fais tout seul, tu développes pas, là, c'est compliqué. Ben, mais bref, où est-ce qu'on peut te retrouver sur LinkedIn? Oui, LinkedIn, absolument. LinkedIn, oui, effectivement. Ou dans les événements de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, là, très, très impliqué, comme tu sais. Conseil d'administration dans les événements. Sinon, en ligne, effectivement, le site web de l'entreprise impressionpremière.ca, qui est à mettre à jour, mais en tout cas, qui est toujours là quand même. C'est jamais à jour, un site web, on dirait. Là, on finit d'en faire un, il faut toujours le refaire. Là. Fait que voilà, je suis joignable. Mes coordonnées sont sur le site et sur LinkedIn. On va les mettre en description aussi. Merci d'avoir participé. Merci d'être venu. On a appris beaucoup de choses sur la vente et le développement que je vais mettre en pratique dès aujourd'hui. Et puis, si vous voulez rejoindre Marie-Christine, les liens vont être en bas, le LinkedIn, puis le site internet de la description. Et on se revoit pour une prochaine fois. Merci d'avoir participé. À bientôt. Avec plaisir.